Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à la Fondation universitaire pour ce premier séminaire d'une série de séminaires consacrés aux défis institutionnels que représente une série de grands défis pour la Belgique fédérale. Alors avec Willem Sach et Karel Rebroek qui est là-bas, on est particulièrement heureux de vous accueillir ici en tant que nouveau trio de coordinateurs de l'initiative Rethinking Belgium, qui a été créé et qui a été animé pendant de longues années par Philippe Van Parijs et Paul de Grauw, qui sont ici présents également. Et donc ici, c'est le premier séminaire public qui est donc organisé par ce nouveau trio dont on reprend donc l'animation de cette super plateforme, avec pour un premier thème, pas facile, euh, consacré donc, pas le plus facile, peut-être pas le plus sexy non plus, mais sans doute un des thèmes les plus importants parce que c'est le nerf de la guerre, donc les finances publiques, avec un panel d'experts de la question et deux hommes politiques de premier plan qui vont nous parler de cette question. Alors, le séminaire se déroule en ligne et ici en présentiel. Donc, vous pouvez accéder à un service de traduction en ligne en cliquant sur le bouton euh, adéquat dans le Zoom. Et j'en profite pour remercier très vivement Frédéric Mertens, Kobe Decker, qui sont en formation, en cours de formation à la KU Leuven en interprétariat, de nous offrir cette traduction, ainsi que Soulaïb Delfort et Sophie Oriane, qui sont également en formation à la Louvain School of Interpreting de l'UC Louvain. Alors, voilà, je vais donc passer maintenant la parole sans plus attendre à Willem pour l'introduction sur le fond, que je me suis risquée une seule fois sur le sujet des finances publiques, vraiment à titre principal à Namur, mais je vais éviter ce soir et je vais lui passer directement la parole. Willem, à toi. Merci Celine, dankjewel. Ja, dus ik ben hier om jullie een beetje te vertellen dat het een goede keuze was om te beginnen met het meest sexy thema ooit voor onze eerste evenement. Begroting is belangrijk om heel veel redenen, maar ik denk ook omwille van de uitdagingen die we willen aanpakken in de volgende evenementen. Hè. Dus klimaattransitie, vergrijzing, al die zaken, defensie zelfs, gaan meer uitgaven vereisen. En ja, dan is het belangrijk dat we die uitdagingen aan kunnen gaan met ook een degelijk begrotingskader. En dat is eigenlijk een van de redenen waarom we dachten dat meteen op de agenda te zetten. Want in België hebben we niet echt een functionerend begrotingskader. We hebben eigenlijk geen waakhond zoals de Europese Commissie, die aan al de deelentiteiten eigenlijk zegt van ja, jullie mogen zoveel uitgeven, investeren of moeten zoveel besparen. Waardoor het dus moeilijk is, omdat we allemaal gelijkwaardig zijn hè, in de Belgische federatie, alle deelentiteiten en de federale overheid, om afspraken te maken rond die begroting. En als je dan kijkt naar hoe de federatie is ingericht, dan zie je dat België daar toch wel heel zware uitdagingen tegemoet gaat. Hè? Want 40-45% van de uitgaven is al gedecentraliseerd naar de regio's, gewesten, gemeenschappen, ook de gemeenten. Daarmee zijn we een heel gedecentraliseerd land. Als je dan geen afspraken kan maken over de begroting, dan kan het heel snel moeilijk worden. Als bovendien ook de gewesten en de gemeenschappen zoveel mogen lenen als ze willen, wat ook niet het geval is in andere federaties, dan zit je snel in moeilijk vaarwater. We beginnen ook niet met de beste positie, want ons tekort is ondertussen al 3% van het bbp structureel. Dus om die uitdagingen aan te kunnen gaan, dachten we oké, we gaan eerst eens kijken naar of zo'n begrotingskader nodig is om de staatsschuld houdbaar te houden, hè, om die beleidskeuzes die we moeten maken, om die op de juiste manier uit te maken, de juiste prioriteiten te kunnen stellen op elk overheidsniveau en hoe we dat dan juist gaan doen. Dus dat is een beetje de insteek vandaag. Karel gaat die nog hyper en actueler maken. Dat zal helemaal niet moeilijk zijn. En dan gaan we van start met het debat. Dan geef ik u nu het woord, Karel. Goedemiddag, dames en heren. Wij zullen het vanmiddag hebben over iets wat electoraal weinig reuring veroorzaakt. Schijnbaar, want schijnbedriegt. Begroting staat bij de kiezer helemaal niet op de eerste plaats. Hè. We hadden vorige week samen met VRT, de Standaard en VRT, de stemming, het grote electoraal onderzoek dat de Universiteit Antwerpen-Walgraven uitvoerde. 5% van de kiezers gaf daar spontaan schoof dat thema naar voren.
maar leidt daar vooral niet uit af dat het niet belangrijk is. Staatsstructuur en belasting volgt net daarna. Indirect zit het natuurlijk ook in het thema van economie, dat burgers zeer na aan het hart ligt. En vooral ook in het thema politieke vertegenwoordiging. En dat gaat over de kwaliteit van bestuur. Het is dus fair om te zeggen, denk ik, dat staatsschuld, staatshervorming, fiscaliteit zowat het belangrijkste latente bezorgdheid is van de kiezer na de grote migratie en economie. Met die besparing van 27 miljard voor de boeg mag dat natuurlijk ook. De vraag rijst dus nu hoe en in welke samenhang begroting, staatsschuld, staatsstructuur naar voren zal komen in de campagne. Nu, misschien kan de doorlichting van de verkiezingsprogramma's van de politieke partij die het Federaal Planbureau maakt en die het Federaal Planbureau op 7 mei zal bekendmaken, misschien kan die doorlichting daar al een eerste aanzet voor geven. Wij media kijken daar natuurlijk naar uit. Elk nieuw voorstel van beleid dat geld kost, is natuurlijk totaal ongeloofwaardig als het niet gepaard gaat met ofwel een voorstel van besparing ofwel een voorstel van nieuwe inkomsten. En bij die discussie van besparen of extra belasten, komt traditioneel die breuklijn van links en rechts weer naar boven. Je voelt dat nu al in die campagne. De verrassing zal erin zitten de vraag of ook staatshervorming op tafel zal komen. Op dit moment zegt niemand daar zin in te hebben. Ook niet in Vlaanderen. En dat is, u heeft dat allemaal gevolgd, voor het eerst in 1,5 decennium zo. Dat is een bijzondere situatie. Behalve natuurlijk N-VA. Die regering die trof daar geen voorbereiding voor. Maar de budgettaire situatie is benard. Nog meer in Wallonië en Brussel. En zo kan staatshervorming misschien toch de olifant in de Kamer worden. En een olifant die misschien nog het eerst aan Franstalige zijde zal benoemd worden. Heel concreet, straks zullen wij de vraag moeten stellen, als de PS in Brussel en in Wallonië wil besturen, waar kan dan het geld vandaan blijven komen? En zo wordt misschien toch nog het gesprek met de N-VA noodzakelijk. En daarom is het best spannend wat Koen Geens, oud-strijder, en Thomas Dermien, die al eens met de N-VA onderhandelde en die ons over het denken bij de PS kan inlichten, zo wordt dat gesprek toch bijzonder spannend. Et donc, la présentation de nos deux invités, bon, elle ne mérite pas des longs discours puisqu'on les connaît, ils sont proéminents sur la scène politique. Donc, vous avez Thomas Dermine, socialiste francophone, économiste de formation, actuellement secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques, chargé de la politique scientifique, écrit un livre sur les rapports entre la Wallonie et Flandre, par-delà les clichés, aussi budgétaires. Et Koen Geens, qui est avocat de formation, était juriste, vient du monde du droit. CDNV, toujours et plus que jamais. Ministre des Finances, tout d'abord, sous Di Rupo, et dont il a particulièrement apprécié la gestion. Il répète souvent que c'était un excellent Premier ministre. Et ministre de la Justice dans la suédoise, sous le Premier ministre Charles Michel. Sur le sujet du jour, en fait, ce sont de très bons interlocuteurs, puisque Koen Geens, en février dernier, a déclaré dans le Last Nice, un peu en provocation, ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de réforme de l'État, alors dites-moi qu'on m'explique comment on va faire, en fait, comment c'est possible dans la situation budgétaire qui est la nôtre pour faire sans réforme de l'État. Et en fait, c'est une super idée de l'avoir d'avoir invité Thomas Dermine, parce que finalement, Thomas Dermine, lui, en général, il dit, je caricature, que l'institutionnel, c'est de la tuyauterie et que finalement, la réforme d'État, il n'aime pas trop en parler. Donc, on va pouvoir voir ce qu'ils se répondent. Et Monsieur Koen Geens, je propose que vous commenciez votre exposé, mais avant, je vais présenter les deux experts pour que vous puissiez directement peut-être avoir cette réponse qui vous manque, en fait, visiblement. Mais on ne va pas laisser les politiques entre eux, c'est le principe de ces rencontres, en fait, puisqu'ils seront challengés, ils seront en conversation, il y aura un droit de réplique, si on veut, à deux experts de la matière, qui sont Magali Verdonck, qui est docteur en économie, spécialisée en finances publiques et en évaluation des politiques publiques, et Damien Piron, qui est docteur en sciences politiques et sociales, chargé de cours à l'Université de Liège et spécialisé en finances publiques et fédéralisme. Donc on ne pouvait pas mieux trouver et mieux réparti entre les universités, en tout cas francophones du pays, pour cette partie-là. Rappel pour la traduction. Donc, vous savez ce que vous devez faire, pousser sur Zoom et puis Vertaling, c'est bien ça? Et on va demander à nos interlocuteurs de ne pas parler trop lentement, mais de ne pas parler trop vite, de façon à ce que les interprètes puissent suivre.
et matière compliquée, complexe. Et la traduction ici permettra à tout le monde de suivre et de bien suivre vos raisonnements. Voilà. Je suis la gardienne du temps et ce sera sévère. Voilà, Monsieur Gaines, à vous. 10 minutes pour chaque présentation, 10 minutes aux répliquants, et puis il y a évidemment une partie de questions dans la salle, avec une obligation qui nous a été mise à Carole et à moi, que j'ai transmise aux experts, de ne pas vous laisser partir dans les nuages ou dans les grands concepts, mais de venir avec des choses concrètes au bout du compte. Voilà. Dank u wel, mevrouw Delvaux, meneer Verhoeven. Het is een plezier voor mij om hier te mogen spreken, al is dat vandaag geen cadeau, maar in de politiek krijgt men nooit iets anders dan vergiftigde cadeaus, dus ik ben er heel blij mee. Ik ga niet spreken over de verkiezingen, ook niet over het programma van mijn partij. Ik ga alleen maar spreken als federaal volksvertegenwoordiger. Ik spreek dus namens, voor zover ik dat kan, de federale staat, die bij alle staatshervormingsonderhandelingen afwezig is, die niet aan tafel zit. Er zitten alleen Vlamingen, Walen en Brusselaars aan tafel. Ik ben dus vandaag geen van de drie. Maar u zal zeggen dat ik toch een van de drie ben, want dat zit nu eenmaal in ons land zijn genen. Degenen die vinden dat wij... Ik heb wel last met dat ding, hè. Degenen die vinden dat wij beter zouden af zijn zonder federalisme, die nodig ik uit om zo eens bij een vergadering te zijn van KUL en UCL die elkaar na 50 jaar terug in de armen vallen. Alsof het nooit had moeten gesplitst worden. Of aanwezig te zijn bij een vergadering van de minister van Justitie met de OVB en de OBFG, die zeggen wij komen alleen naar u, meneer de minister, als we samen mogen komen. Of te moeten lezen dat ook de Walen een kanon gaan maken, zoals de Vlamingen, waar die zo betwist is geworden. Ik ben niet voor een nationalistisch of een antinationalistisch debat. De Walen werken uiteraard wel, en zo goed als de Vlamingen. Dat is een boek dat ik recent gelezen heb. Ik ben niet voor concurrentieuitspraken, stijl het onderwijs werkt ook niet, dus laat ons maar herfederaliseren. Ik ben niet voor paternalisme in de zin van wij zouden dat beter doen. Het enige wat ik wil zeggen is, als het Rekenhof zegt dat een begroting op orde moet zijn, dan moet ze wel op orde zijn. Liever geen ideologisch debat. Klassieke vooroordelen links-rechts tussen verstaatsing en het middenveld hou ik niet van. En ik zal bij herhaling verwijzen naar het voorbeeld van de kinderbijslag dat ik met plezier heb bekeken. Echte vraag voor mij is niet de staatshervorming, dat heb ik al bij herhaling gezegd, maar is hoe geraken we uit ons federaal begrotingsprobleem. Ik ga dus niet spreken over wat de Walen met hun schuld moeten doen en de Brusselaars en de Vlamingen. Dat is allemaal paternalisme. Ik wil weten wat ik met mijn schuld moet doen. En laten we dus kijken naar de uitgaven en de inkomsten en weten dat een begroting voor het sociaal en civiel kapitaal van een samenleving heel belangrijk is. Het vertrouwen in de overheid, en met name in de federale overheid vandaag, en ik heb daar een paar cijfers van bij, is bepaald niet groot. Si vous voulez le faire, c'est très bien pour ma part. Hein? Voilà. Als u ziet, het vertrouwen in de overheden, de federale overheid, dat is niet formidabel. De Europese overheid is toch iets hoger. En wat mij zo ontgoochelt, het zijn kleine lettertjes, is dat de hooggescholden zo weinig vertrouwen hebben in de federale overheid. U bent hooggeschoold. En ze hebben allemaal veel minder vertrouwen in de federale overheid dan de laaggescholden. Dus wij, die aan deze kant van de tafel zitten, hebben een groot probleem met u. Want u hebt geen vertrouwen in ons. En dat stoort als je hard je best doet. En dus in die zin laat ik u, ik heb dat genoemd, voor de grap, de pan-Belgische uitgaven in vergelijkend perspectief. Wat geven wij zo uit aan posten in vergelijking met andere landen? En dan zie je dat wij op het stuk van onderwijs beduidend meer uitgeven, op het stuk van economische zaken, leessubsidies ook, op het stuk van administratie ook. En dat wij voor de rest ongeveer rond het gemiddelde zitten van Nederland, Duitsland, Frankrijk. Ook voor gezondheidszorg, er zelfs iets onder. En uiteraard zitten we er fel onder voor defensie. Ik ga dus de focus leggen op het federale niveau, dat had ik u beloofd, maar toch een kleine excursie, die alleen de Vlaamse cijfers heeft, want alleen die kende ik daar straks uit het hoofd. Vlaanderen geeft per jaar ongeveer 15 à 17 miljard uit, zowel voor onderwijs als voor welzijn.
Dus samen 30 à 35 miljard voor onderwijs en welzijn. Dat is niet niks. Hè. De OESO-rapporteringen voor onderwijs zijn niet slecht voor ons land. Wordt dikwijls gezegd, onderwijs is slecht. Zeker voor het universitair onderwijs zijn ze bepaald goed. De gewesten geven veel socio-economische subsidies. En dat heeft veel te maken, ik ben ervoor voor socio-economische subsidies, ik ben voor cultuursubsidies, ik ben voor alle subsidies, maar het heeft veel te maken met het feit dat in het begin van ons federalisme de gewesten en de gemeenschappen overgesubsidieerd zijn geworden, in mijn bescheiden opinie. Ja. Wat met zich heeft gebracht dat men een aantal zaken heeft gesubsidieerd en men vandaag die met de kaasschaaf niet wegkrijgt. Ja. Dat is een van de serieuze problemen van alle deelstaten op dit ogenblik, althans, dat denk ik. Als we even kijken naar de source of revenue en de types of spending. Helemaal links ziet u de federale overheid. Dat zijn vooral sociale uitgaven. Dan komt Vlaanderen. Daar zitten wat sociale uitgaven in, maar dat is toch vooral de betaling van bedienden en van ambtenaren. Als we gaan naar Wallonië, dan zien we dat de sociale uitgaven en de subsidies heel belangrijk zijn. Wallonië substitueert een belangrijk stuk overheid door subsidies aan het middenveld, denk ik. Maar dat zal meneer Dermien beter weten. Brussel, daar zien we ook beduidende vergoedingen voor ambtenaren. En tenslotte natuurlijk voor de Franse gemeenschap is dat helemaal zo. Als we kijken naar de revenue, dan ziet u dat vooral de federale overheid veel revenues heeft uit fiscaliteit en parafiscaliteit, terwijl het voor de andere beduidend minder is. En men voor een groot stuk, ik schat 60% vandaag gemiddeld, leeft van dotaties en voor 40% van fiscale middelen, fiscale autonomie. Kijken we even naar de federale uitgaven. De inkomsten van de federale staat 150 miljard, niet fiscaal 10 miljard, samen 160. 4 componenten, de gezagsdepartementen en de rechtstreekse subsidies, 16 miljard. Fiscale uitgaven, 30 miljard. Als u zich afvraagt wat men doet bij een begrotingsoverleg, die 16 miljard is rap gedaan, want dat is voor 80% statutaire lonen. Het plezierige is de fiscale uitgaven, 30 miljard, die voor een stuk te paard zitten op de gewestelijke en de gemeenschapsbevoegdheden. Ja. De rente 8 à 10 miljard. Daarop leven we al 30 jaar, op lage rente. Ik ben geboren bij hoge rente, dus ik hoop dat hij laag blijft, die rente. Afdrachten aan Europa 8 miljard, aan de gewesten en de gemeenschappen 77,5 miljard en aan de sociale zekerheid 48 miljard. Er zijn 85 miljard bijdragen aan de sociale zekerheid van werkgevers en werknemers. Er zijn 133 miljard uitkeringen. Het verschil wordt bijgepast door de federale schatkist, BTW en de evenwichtsdotatie. 48 miljard op dit ogenblik. Federale inkomsten, ik had het u beloofd kort te zijn, dus kort mevrouw Delvaux, u ziet ze staan, personenbelasting, vennootschapsbelasting, accijnzen, roerende voorheffing, BTW. Die BTW, die minister van Financiën, die heeft daar niks aan. Ik ben ook minister van Financiën geweest. De minister van Financiën is een doorgeefluik. Die doet niks anders dan geld doorgeven. Die 41 miljard die gaat naar de sociale zekerheid en die gaat naar de gemeenschappen. Er blijft niks van plakken, zoals men dat vroeger in ontwikkelingshulp zei, aan de vingers van de federale staat. De federale staat houdt slechts 24,1 miljard voor zichzelf. 16 miljard gezagsdepartementen, 8 miljard rente. Stel u voor dat die rente 20 miljard zou worden. Zou dat een drama zijn? Gewesten en gemeenschappen 77 miljard. Ik heb het daar straks op de eerste slide getoond, maar niet gezegd. Europa heeft een 150 miljard begroting per jaar als we de Green Deal en de recovery niet meerekenen. België, alles samen, een 250. Maar daarvan hebben de gemeenschappen en de gewesten een dikke 90. Dus dat wil zeggen dat het preponderante niveau, als we de sociale zekerheid buiten beschouwing laten, van die 3 niveaus, het regionale niveau is. En zo hoort het. Dat is wat het principe van de subsidiariteit wil. Hoe krijg je verbeteringen in de uitgaven? Nu wordt het delicaat, nu ga ik nog sneller gaan. Ik hoop dat de vertalers mij dat niet kwalijk nemen. Wij investeren veel te weinig federaal, om niet te zeggen niks. En als je dat probeert op gang te krijgen, ik denk dat meneer Timmermans en meneer Delbare eens een toertje gedaan hebben van de ministers, dan krijg je grijs haar, want de regie volgt niet. De regie der gebouwen in dit geval.
We hebben die nogthans nodig in het licht van de Europese begrotingsregels, want het zijn alleen die investeringen die ons zullen toelaten om begrotingsdeficiten op te bouwen. En de gouden financieringsstandaard of regel waarvan zoveel wordt gesproken, veronderstelt dat het tekort wordt besteed aan investeringen. Wij investeren eigenlijk sedert De Zager, u kent hem nog, de Jos, als u hem nog kent, steeds minder. De departementen, enveloppenfinanciering, niet samendrukbare statutaire lonen, met een slechte leeftijdspyramide, want elke keer als men wil besparen, werft men niet aan. Ja. En de werkingsmiddelen die worden voortdurend niet geïndexeerd en ingekort. Dat is verkeerd als je wil hervormen, maar elke keer als er in België een crisis is er maar één analyse, er is te weinig personeel. Ik heb nog nooit een andere analyse gehoord en dan werft men aan. En dan zijn er weer statutaire lonen en dan begint de miserie van vooraf aan, want dan moet men de volgende keer op de werkingsmiddelen sparen die niet worden geïndexeerd. Vlaanderen is op dat stuk niet beter, want vandaag worden de werkingsmiddelen van het onderwijs ook niet geïndexeerd. Voor één keer zeg ik iets van een regio, mijn nederig excuus. De sociale zekerheid heeft een open-end financiering. Veel uitkeringen zijn geplafonneerd. Het verzekeringsprincipe is relatief. De JOS met een Z-Wijnings is daarmee begonnen in de jaren 70. Dat geldt ook voor de werkloosheid, dat geldt ook voor de ziekteverzekering. Dat is allemaal geplafonneerd. De werknemersbijdrage heeft meneer De Hane gedeplafonneerd in de jaren 90. Maar die werknemers zijn daar niet gelukkig mee, want hun uitkeringen zijn geplafonneerd. En daardoor zijn er heel veel vennootschappen opgericht. Als ik spreek, spreek ik meestal voor een zaal die een meerderheid vennootschap is. En wat heeft meneer Michel gedaan? Die heeft de werkgeversbijdrage verlaagd van 33 naar 25%. Dat brengt met zich dat die financiering van de sociale zekerheid door de fiscale middelen steeds belangrijker is geworden. Het deficit wordt daar dus door gefinancierd en de vergrijzing, dat is een risico, dat bijna, dit zijn beelden van de Nationale Bank, dat bijna alleen bij de federale overheid ligt. Wij dragen de last van onze gezamenlijke grijsheid. De rente op de schuld is erg laag geweest de laatste 25 jaar. Er is voordelig gefinancierde schuld van gekomen, maar dat is een threat, want dat kan natuurlijk nadeliger worden. Maar het louter federaal karakter van die rente is natuurlijk een subsidie aan de deelstaat. Want die schuld die voor 80% federaal wordt gedragen, is ook aangegaan voor de deelstaten, voor alle duidelijkheid. De lange termijn structurele hervormingen die noodzakelijk zijn om het begrotingstekort te verantwoorden ten aanzien van Europa in de nieuwe begrotingsregels die binnenkort waarschijnlijk door de Europese Raad zullen worden aanvaard, die lange termijn structurele hervormingen die zijn absoluut nodig in de sociale zekerheid. Daarmee zeg ik niet dat de uitkeringen moeten verminderen. Dat heb ik in geen geval gezegd en dat zeg ik traag en dat wil ik nog eens herhalen. Maar men moet wel op lange termijn structurele hervormingen doen, want dit is not sustainable. En dus is de vraag, kunnen we dat federaal? En dat is altijd mijn vraag. Als we dat kunnen, graag. Maar de voorkeuren verschillen wat betreft de aard van de hervormingen die we moeten doen, nogal sterk, voor zover ik weet wat er rond de tafel gedacht wordt. Ik heb u de vergrijzingskosten laten zien, de evolutie van de uitgaven van de sociale zekerheid. Dat is de volgende slide. Dat zijn die 133 miljard waarvan ik sprak. Dat kan niet meer helemaal up-to-date zijn, dat cijfer, maar dat zal toch niet veel schelen. Als u elk jaar een beetje depri wil worden, dan moet u het verslag van het Rekenhof over de sociale zekerheid aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers lezen. En dan ziet u hoeveel algemene middelen en evenwichtsdotatie er naar die sociale zekerheid gaan. Gelukkig maar dat is geen orthodoxe financiering. Hier krijgt u de Belgische overheidsschuld, die voor 80% bij de federale overheid zit en in mindere mate bij de deelstaten en de lokale besturen. Wij weten dat Brussel en Wallonië, of minstens de Franse gemeenschap, daar een beetje meer van hebben. Hoe krijg je verbetering in de inkomsten? Ik ben er bijna. Een federale fiscale hervorming, ik verwacht daar heel veel van, maar dat zal budgetair waarschijnlijk een nuloperatie zijn. Toch zijn er winstpunten en terugverdieneffecten. Een verlaging van de personenbelasting op de lage arbeidsinkomsten zal soelaas brengen voor de werkzaamheidsgraad. Ik kan niet begrijpen dat in 2024 de lage schijven in de inkomstenbelasting nog altijd zo hoog belast worden. Men heeft daar jobbonussen en allerlei andere bonussen op losgelaten.
Maar moesten de mensen met lage inkomens beseffen hoe weinig ze overhouden, ze weten gelukkig niet hoeveel de bedrijfsvoorheffing is in veel gevallen, ik weet dat ook niet voor alle duidelijkheid, het zou minder gemakkelijk zijn om het zo te doen. Moesten de mensen hun bruto loon krijgen, het zou niet leuk zijn. En dus dit is absoluut noodzakelijk dat dat gebeurt om de werkzaamheidsgraad te verhogen, maar ook om iedereen recht te geven waarop hij recht heeft. Mogelijks uitzuivering van de fiscale uitgaven. Daar verwacht ik persoonlijk wel wat van. Die 30 miljard die worden voor een stuk voor regionale uitgaven en voor regionale bevoegdheden besteed. Ik geef maar één voorbeeld, de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijke onderzoek en ontwikkeling, research en development. Kan de staatshervorming bijdragen aan een verbetering van de uitgaven? Eén zaak zeg ik persoonlijk, het zal nooit echt eenvoudig zijn. Wie droomt van een eenvoudig België en van een eenvoudige Europese Unie, ja, dream on. Dat werkt niet, dat gaat niet. Het zal altijd complex zijn, dat is de voorwaarde voor ons vreedzaam en duurzaam samenleven. Althans, dat denk ik. We kunnen een aantal bevoegdheden homogener maken, bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Als je preventieve zorg doet, zou je eigenlijk ook daar de vruchten van moeten plukken op het stuk van de curatieve zorg. Als je acute zorg doet, maar de chronische zorg zit op een ander niveau, zoals we gezien hebben in de coronacrisis met de ouderenzorg, dan heb je problemen. Eigenlijk horen die bevoegdheden samen vanuit een logica, niet vanuit een fanatiek Vlaams of Waals gevoel. Of vanuit een fanatiek Brussels gevoel. De werkzaamheidsgraad, als je mensen activeert, zou je ze eigenlijk ook moeten kunnen schorsen en zou je eigenlijk ook het voordeel moeten hebben dat dat geeft op het stuk van de werkloosheidsvergoeding. Laat me duidelijk maken, we hebben 10 jaar over werkloosheidsvergoeding gediscussieerd, die kosten in de sociale zekerheid in het licht van al de rest bijna niets. Dus al wie daar denkt de grote winsten te halen, de grote kosten van de sociale zekerheid zijn de pensioenen en de gezondheidszorg en de invaliditeit, maar niet de werkloosheid. Geen taboes. Ik ben zelf heel gelukkig met de hervorming van de kinderbijslag geweest. Ik vond dat een zeer goede kwestie. Niet omdat dit zo gewichtig was, maar omdat het erop wees dat een gewest kan hervormen en dat de andere gewesten in dat geval kunnen volgen. Dat is wat er gebeurd is met de kinderbijslag. En dat een gewest kan sparen, zelfs al is dat tegen de zin van mijn partij en tegen mijn zin. En dat is, denk ik, veel moeilijker op federaal vlak. Kinderbijslag hervormen op federaal vlak is veel moeilijker. Is de solidariteit doorbroken? Nee, parce qu'un enfant, c'est un enfant. Joël zei het mij altijd, mevrouw Milquet, un enfant, c'est un enfant. Ze krijgen dezelfde dotatie per kind. Geen cherrypicking. Ik hoor Vlamingen wel eens zeggen, geef ons de gevangenissen niet, want dat is een bad bank. Wel, het penitentiair beleid, als je dat overhevelt, hevel je dat niet alleen over voor de enkelbanden, voor alle duidelijkheid, maar hevel je dat over voor heel het penitentiair beleid. En geen dubbelop. R&D is ofwel Vlaams, ofwel Franstalig, ofwel is het federaal. Maar niet de twee, want dat is heel kostelijk voor een staat. Kan de staatshervorming bijdragen aan een verbetering van de inkomsten? De eigen fiscale en financiële autonomie gebruiken, het is de laatste slide, is een teken van volwassenheid. Excuseer mij. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, wij zijn nu al 40 jaar aan het spreken van fiscale autonomie. En de grootste daad van fiscale autonomie die ik Vlaanderen ooit heb weten stellen, is op het moment dat ik het erfrecht had veranderd federaal, dan heeft Vlaanderen onmiddellijk de successierechten met 1 miljard verlaagd. Wat een put in de schatkist heeft geslagen. Maar men heeft nooit zijn fiscale autonomie gemakkelijk gebruikt. Wellicht moet daarom de fiscaliteit die wordt overgeheveld nog toenemen om die reflex te creëren. De dotaties zijn nog altijd 60%, beantwoorden aan een geïndexeerd historisch uitgavenpeil en worden verdeeld. Federaal hebben we één goed ding gedaan in 2010, 2011, dat is 85% van de dotaties maar gegeven die nodig waren. En op die manier hebben we een besparing kunnen realiseren die wezenlijk was. Doordat men gezegd heeft, de gewesten hebben wat te veel middelen, wij hebben er wat te weinig. Maar als de gewesten blijven naar schuldfinanciering grijpen, op het moment dat de inkomsten die van boven komen niet volstaan, dan gaan we ook daar tegen de muur gaan, denk ik. Maar dat is vandaag niet mijn probleem. Maar indien je fiscale autonomie hebt, indien je financiële autonomie hebt, dan moet je voor je eigen schatkist staan. En als er te weinig middelen overkomen, omdat dat is afgesproken, dan moet je ervoor zorgen dat er genoeg zijn. Maar schuldfinanciering systematisch gebruiken, we doen dat trouwens ook federaal, voor alle duidelijkheid, is wat mij betreft niet de oplossing.
De deling van de personenbelasting die we gedaan hebben in vanaf 2014 is een responsabiliserend leerproces. Het blijft zo dat de gewesten in een traditie zitten van komt het geld, komt het niet, is er te veel, dan verdelen we het, is er te weinig, dan gaan we schuld aan. Dat moet veranderen en ik hoop dat dat zou kunnen door nog een groter stuk van die belasting naar beneden te duwen, bijvoorbeeld de helft. Wat zijn mijn suggesties die ik echt belangrijk vind, mevrouw Delvaux? Dat is de regel van de gouden financiering, ja, waarbij het tekort alleen wordt besteed aan investeringen. Dat is een groter stuk van de personenbelasting naar beneden duwen. En dat is het structureel probleem van de sociale zekerheid oplossen. Niet door een vermindering van de uitkeringen, wat mij betreft, maar wel op lange termijn aan Europa een plan voorleggen waaruit blijkt dat we weten waarmee we bezig zijn. Vandaag voorspelt men ons een overheidstekort en een schuld geloof ik, van 118% tegen 2030. Dat is een perspectief waarmee we onze jonge mensen niet mogen opzadelen. By the way, het is de fout van mijn generatie en wie nog ouder is dan ik, is het ook zijn fout. Want toen ik jong was, was de schuld al 140%. Maar toen was het nog in Belgische frank uitgedrukt en toen was de rente nog 13%. Vandaag is de rente 3%. En dus is een schuld van die omvang, in vergelijking met toen, nu is er geen sneeuwbal meer, eigenlijk onverantwoord voor ons sociaal en civiel kapitaal. Dank u wel. Merci. Madame Hermine, c'est à vous. Merci beaucoup aux collègues de Rebelle pour l'organisation. C'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir d'être là à 3 titres. Le premier, c'est d'être dans la fondation universitaire. Merci de préserver cet endroit hors du temps. C'est toujours un plaisir de venir dans ces murs magnifiques. Deuxièmement, plaisir d'être avec Rebelle qui, si je comprends bien, a un second souffle sous l'impulsion d'une nouvelle équipe. Moi, en tant qu'étudiant, en tant que jeune, j'ai beaucoup suivi les travaux de M. De Gros, de M. Van Parijs, de Rebelle. Donc, c'est super de voir le cadre de ces échanges et ravi d'être avec Koen ici dans ce débat qui est un grand monsieur de la politique que j'ai côtoyé. Une des premières réunions, c'était dans les négociations en 2019 quand j'étais tout nouveau directeur de l'Institut Émile van der Velde. Donc c'est toujours impressionnant d'être aux côtés de Koen qui nous fait aujourd'hui la démonstration que si Destré disait que sire, il n'y a pas de Belges, eh bien il y a encore quelques Belges, grands représentants du peuple belge dont vous faites partie, Koen. Mon intervention, je vais la structurer en plusieurs éléments. Premier élément, on va discuter, c'est le sujet, budget de l'État, avec, à la différence de Koen, une perspective plus distributionnelle, c'est-à-dire quelles sont les catégories de la société qui contribuent et qui bénéficient des financements publics. Discuter de la trajectoire, parce qu'il y a effectivement des réalités très différentes en fonction des différentes entités du pays. Analyser ensuite les impacts du nouveau pacte budgétaire au niveau européen qui pose quand même une série de questions. Koen s'est exprimé la semaine passée dans la presse sur le fait que ce carcan était nécessaire. Je pense qu'il l'est aussi, mais qu'on a raté quelques opportunités dans la révision des règles budgétaires européennes. Et ensuite venir sur 5 éléments de réponse aux problèmes budgétaires belges. Premièrement, sur le budget de l'État. Alors, première question, c'est effectivement, la Belgique est marquée par un haut niveau de prélèvement par rapport à d'autres États européens et un haut niveau de dépenses. Mais qui paye en fait des impôts et qui bénéficie des dépenses publiques? Tout d'abord, si on regarde les recettes de l'État, en fait, qui paye des impôts en Belgique? Eh bien, tout d'abord, ce sont les travailleurs. Parce que les recettes de l'État étaient en 2020 de 251 milliards. 47% de ces recettes de l'État correspondent à des prélèvements qui touchent le travail, soit via les cotisations sociales, soit via l'impôt des personnes physiques. Donc, les personnes qui bossent et qui bossent avec un contrat de travail, donc un peu moins ceux qui travaillent avec des sociétés de management ou autres. Deuxièmement, ce sont les consommateurs qui payent le plus d'impôts en Belgique. 23% des recettes de l'État sont des impôts indirects, la TVA ou des accises sur la consommation. Notons que ces impôts sur la consommation sont des impôts typiquement qui peuvent être catégorisés comme régressifs. C'est-à-dire que on ne consomme pas proportionnellement à ses revenus, puisque évidemment on consomme plus quand on est plus aisé, mais on ne consomme pas proportionnellement plus à son niveau de revenu. Même l'inverse, puisque les produits les plus fortement taxés
comme les accises sur le tabac, l'essence ou l'alcool, sont des impôts typiquement qui sont perçus sur les classes de la population les plus faibles. Les entreprises ensuite, les entreprises contribuent, mais l'ordre de grandeur, c'est 8% seulement, 20 milliards l'impôt des sociétés. Les investisseurs et les héritiers, ça représente 7%. L'impôt sur le capital via le précompte mobilier, sur les revenus financiers ou les droits de succession, c'est 7%. Donc il faut toujours garder ces ordres de grandeur en mémoire. Je veux dire, les consommateurs, les taxes sur la consommation, c'est 3 fois l'impôt des sociétés. C'est 3 fois l'impôt que les investisseurs et les héritiers perçoivent. L'impôt sur le patrimoine reste marginaux, que ce soit les terrains, les bâtiments et les comptes titres, avec 0,3% des recettes de l'État. Ensuite, sur les dépenses. Et c'est intéressant, et Kuhn montrait des chiffres qui vont dans le même sens. 50% des dépenses de l'État, ce sont en fait des transferts, et beaucoup plus encore au niveau fédéral. Et ces transferts, ce sont des transferts qui nous permettent de vivre dignement aux différents stades de notre vie. Ça représente 20% pour les pensions, c'est le plus grand poste, 13% pour les soins de santé, 4% pour le régime maladie, invalidité, et effectivement 2% pour les allocations de chômage, dont on parle beaucoup dans la presse, mais qui représentent en termes de masse budgétaire un volume relativement faible. 25% des dépenses, 63 milliards, sont des dépenses de fonctionnement des services publics. Alors on peut dire, tiens, c'est beaucoup. En fait, près de la moitié, c'est des dépenses d'enseignement, et notamment dans les communautés. On voit que, par exemple, dans les chiffres que Kuhn montrait, l'essentiel, presque 80% des dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont des dépenses, en fait, juste des salaires d'enseignants. Les subsides aux entreprises, je le montrais aussi, c'est là où on a une vraie différence avec les pays étrangers. Ça représente 8% des dépenses totales de l'État, 21 milliards de l'État. Pour toujours donner les ordres de grandeur, c'est l'équivalent du montant combiné des allocations de chômage, de l'assurance maladie, invalidité, et c'est un montant qui est supérieur à l'impôt des sociétés. Alors, on n'est pas dans une maison du peuple, je ne dis pas que tous les subsides aux sociétés sont mauvais. Il y a notamment des éléments qui sont très importants et qui permettent d'assurer la compétitivité belge, par exemple en termes de recherche et développement. Le fait qu'on ait des subsides importants sur le précompte pour les chercheurs permet d'assurer la compétitivité de certains secteurs en Belgique. Sujet sur lequel on est effectivement en retard, les investissements qui sont seulement 7% des dépenses de l'État. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a frappé quand je suis passé du secteur privé au secteur public, c'est qu'en termes de traitement budgétaire, dans la comptabilité publique, il n'y a pas de différence entre le traitement budgétaire de dépenses sociales récurrentes et de dépenses sociales d'investissement que vous amortiriez dans une société privée sur un bilan. Ce qui entraîne certains trade-offs qu'on voit d'ailleurs dans des accords budgétaires au niveau du gouvernement. Et c'est toujours plus facile pour un gouvernement de couper des one-shots d'investissement dans des grands projets d'infrastructure qui sont pourtant nécessaires pour la transition ou pour la vie des citoyens que dans des dépenses sociales récurrentes. Au niveau des trajectoires, si je regarde un peu les différentes régions du pays en partant des cas les plus simples, plus compliqués, la Flandre qui a fait toute une série de travaux d'assainissement budgétaire qui sera dans ses trajectoires à perte politique inchangée de retour à l'équilibre en 2027. La Fédération Wallonie-Bruxelles qui a un budget très particulier puisqu'elle dépend essentiellement de dotations qui sont indexées, donc qui fait face à un déficit structurel mais qui a une perspective relativement stable. La Wallonie qui a fait un certain travail pour stabiliser son niveau d'endettement qui est à un niveau très élevé. On parle pour les régions pas de dette sur PIB, mais de dette sur revenu. C'est un niveau qui est trop important en Wallonie. Le travail qui est fait aujourd'hui permet de stabiliser ce niveau d'endettement. Et donc, il faut être très réaliste pour le prochain gouvernement. C'est qu'il n'y aura pas de marge ou très peu de marge pour des politiques nouvelles, ce qui est profondément inquiétant quand on voit les défis de la région wallonne. Et donc, qu'à un moment, et je le dis sans embâche, il faudra un discours en Wallonie un peu plus fort que le gouvernement actuel, de type presque churchillien. C'est-à-dire que si on veut mener des politiques nouvelles, et on a besoin de politiques nouvelles sur certains enjeux liés à la transition, liés à des situations de difficultés sociales endémiques, il faudra réduire les dépenses sur d'autres sujets, et il y a des poches pour cela. Et Bruxelles, qui fait face à des défis budgétaires importants,
mais qui sont des défis budgétaires liés au design institutionnel de Bruxelles. Je regarde le professeur Sass parce qu'il a écrit des choses intéressantes là-dessus. Le vrai problème de Bruxelles est une question de design institutionnel, où en fait vous ne percevez pas les recettes qui sont quelque part la richesse qui est générée sur votre territoire liée au fait que l'imposition se fait sur base du domicile et pas de là où la richesse est générée. Et ça, il faut qu'on soit conscient, en tant que Wallon, en tant que Flamand, qu'en fait les transferts en Belgique ne sont pas des transferts nord-sud, comme ça a été instrumentalisé par la droite nationaliste flamande depuis des générations. Il y a des travaux très clairs de la Banque nationale qui montrent que, par exemple, les transferts entre la Flandre et la Wallonie sont relativement faibles par rapport aux transferts dans d'autres pays, que ces transferts sont déjà inversés sur certains régimes de la sécurité sociale comme la santé ou les pensions. Les seuls et uniques transferts qui existent dans ce pays sont des transferts centre-périphérie, de Bruxelles vers la périphérie, qu'elle soit en Flandre et en Wallonie, d'autant plus si on inclut les transferts de revenus. Et donc là, il y a une question de solidarité entre les régions qui devrait être repensée. Sur le pacte budgétaire européen, il y a des éléments intéressants. Premièrement, on reconnaît qu'il faut des trajectoires individualisées par pays. Moi, j'ai été étudiant aux États-Unis de Kenneth Rogoff, qui était le fameux théoricien de cette règle des 60%, et qui n'a aucun sens, ce genre de règle one size fits all. Et donc, la Commission se départit de ces règles, ça va dans le bon sens, qui, pour moi, comporte deux dangers. Le premier danger, c'est d'avoir un retour à des politiques procycliques sur la consommation. Quand on regarde aujourd'hui la différence entre l'Allemagne et la Belgique, on voit que le rebond en Allemagne est beaucoup plus petit qu'en Belgique, notamment parce que la croissance en Belgique est nourrie par nos mécanismes d'indexation et par notre moteur économique qui est la consommation interne. Donc il faut faire gaffe à ne pas repartir dans l'excès inverse. Deuxièmement, et c'est beaucoup plus inquiétant, c'est cette différenciation sur le traitement des investissements et singulièrement des investissements dans la transition qui n'est pas suffisamment faite. On a aujourd'hui toute une taxonomie qui nous permet de sortir de la trajectoire des investissements verts. Ça n'a pas été fait et je pense que faire une transition qui inclut et qui embarque l'ensemble de la population, c'est une transition par les investissements, dans l'investissement, dans les rénovations des bâtiments, dans la mobilité, dans l'infrastructure énergétique. Et aujourd'hui, on ne recrée pas de marche au niveau des États membres pour le faire. Et ce qui est très malheureux, c'est qu'on voit que les États-Unis le font plein pot, on voit que la Chine le fait plein pot. Et donc derrière ces règles européennes, c'est aussi la question de la place de l'Europe dans le monde qui se pose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vais très vite. Un, on peut jouer sur la simplification institutionnelle. Je pense que on n'a pas un modèle parfait d'un point de vue institutionnel en Belgique, certainement pas. Il ne faut pas croire que l'herbe est nécessairement plus verte ailleurs. Je travaille beaucoup avec des collègues allemands. Je peux vous dire que les niveaux de coordination entre les Länder et le pouvoir fédéral en Allemagne est aussi très très compliqué et que dans chaque pays, on a l'impression qu'on a le pire modèle institutionnel. Quand on veut, on peut. C'est souvent une excuse des mauvais politiciens de dire dat werkt niet omdat we een complex institutionnel modèle hebben. Non, il y a moyen, c'est possible de le faire, même avec les règles existantes. Et on le fait en matière de recherche et développement. Par exemple, la Belgique est la plus compétitive parce que les régions travaillent avec le fédéral d'une manière très efficace. On le fait en matière de grands investissements. Je porte le plan d'investissement fédéral. On le fait sur des grandes infrastructures, construire le backbone de capture de carbone qui traverse la frontière linguistique plusieurs fois, développer Liège comme base arrière du port d'Anvers. C'est possible de le faire, même avec le modèle complexe. Donc c'est parfois j'appelle ça une excuse de premier niveau de dire ah mais ça ne marche pas parce que c'est compliqué d'un niveau institutionnel. Non, peut-être qu'on n'a pas essayé assez fort pour le faire marcher. Mais par contre, il y a beaucoup de boulot. Et singulièrement, c'est intra-francophone qu'il faut faire du boulot, notamment sur des questions en matière de culture, en matière d'imbrication entre l'enseignement et le marché du travail. Deuxièmement, coordination budgétaire. Aujourd'hui, au niveau belge, c'est un scandale de le dire, mais il n'y a pas de coordination budgétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cascade des objectifs européens au niveau des régions. On est régi par un accord de coopération de 2013 qui n'a plus jamais été évalué, mais aujourd'hui, avec les règles budgétaires qui sont réévaluées, il faudrait le mettre à jour pour faire autre chose qu'un simple monitoring ex post. Troisièmement, et je pense que vous l'aurez compris dans mon exposé sur les recettes de l'État, on a aujourd'hui un enjeu sur une fiscalité plus juste. Vincent Van Peteghem avait proposé une proposition de réforme fiscale qui est très intéressante. La Belgique peut être catégorisée sur certains aspects comme un enfer fiscal pour les travailleurs, un paradis fiscal pour ceux qui perçoivent leurs revenus sous d'autres formes. C'est un enjeu de rééquilibrer la charge fiscale pour abaisser la charge fiscale sur
ceux qui perçoivent leurs revenus essentiellement par le travail, et singulièrement les petits et les moyens salaires, et compenser sur d'autres formes de fiscalité, essentiellement fiscalité mobilière, voire immobilière. Troisièmement, si vous faites, et je suis un ancien, c'est un peu mon background historique au service d'études du Parti socialiste, mais si vous modélisez le budget de l'État, la variable qui a le plus d'impact sur le déficit, c'est le taux d'emploi. On a aujourd'hui un enjeu numéro un qui est le taux d'emploi. Le taux d'emploi, on ne va pas l'augmenter en augmentant l'âge de la pension. Quand on est passé de 65 à 67 ans, on a vu que l'âge de départ effectif à la pension n'a pas bougé d'un iota. On ne va pas le bouger en tapant sur les chômeurs, parce que c'est un petit régime et qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des chômeurs sont très, très loin. Mais par contre, on va l'augmenter en ayant une réflexion beaucoup plus profonde sur le sens du travail et sur l'adaptation du monde du travail qui subit des révolutions sans précédent. Les femmes qui sont entrées sur le marché du travail, la révolution technologique, les questions du sens qui posent énormément de questions avec l'épidémie de burn-out, etc. Et c'est ce travail fondamental qu'il faut faire si on veut augmenter le taux d'emploi qui est la variable qui a le plus d'impact sur le déficit public. Et ensuite, le dernier sujet, c'est la question des investissements publics. Où aujourd'hui, l'Europe, sans le vouloir, est entrée dans une dimension supplémentaire. Monnet disait toujours, l'Europe se construit dans les crises. Eh bien, dans la crise du Covid, personne ne l'a vu, mais l'Europe a acquis une dimension supranationale, puisque c'est la première fois dans l'histoire européenne qu'on a généré, que l'Europe est allée elle-même sur les marchés pour lever des moyens, pour financer des investissements verts, pour, dans un réflexe keynésien, relancer l'économie européenne. Elle l'a fait sans en parler à personne. Or, aujourd'hui, on voit que ça a énormément d'impact, notamment sur les contraintes que l'Europe est capable d'imposer sur les États membres. L'Europe a été très longtemps un chien qui aboyait mais ne pouvait pas mordre dans le cadre du semestre européen. Aujourd'hui, l'Europe a des vrais leviers. Pourquoi est-ce que notre collègue Vincent Van Petegem est venu très vite avec une réforme sur les voitures de société? C'est parce que l'Union européenne a dit c'est le truc, l'aberration belge que vous devez changer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des difficultés sur la réforme des pensions? C'est parce que l'Europe nous tient. Et donc l'Europe, quelque part, a acquis un statut qu'elle n'a jamais eu par précédent. C'est un chien qui non seulement peut aboyer, mais maintenant qui peut mordre. Et donc ce qu'on attend aujourd'hui de l'Europe, c'est, vu que les nouvelles règles sont entrées en vigueur, c'est de dégager les marges budgétaires nécessaires pour pouvoir faire ces grands projets d'investissement pour réussir une transition juste. Et ça se chiffre de l'ordre de grandeur, 3 à 4% du PIB chaque année pendant 10 ans. Est-ce que c'est beaucoup? Oui. Est-ce que c'est irréaliste? Absolument pas. D'un point de vue historique, c'est ce qu'on a fait quand on a reconstruit l'Europe dans les années 50-60 pour la mettre au goût du jour du paradigme pétrolier. Et c'est exactement ce que les Américains et les Asiatiques font aujourd'hui. Donc derrière, c'est la place de l'Europe qui se joue dans le monde. Merci. Je vais demander aux deux experts peut-être quelque chose d'un peu difficile, tant Magali Verdonck que Damien Piron. C'est-à-dire que comme nos deux invités ont fait un peu aussi une présentation de la situation et montré un certain nombre de chiffres, peut-être de voir quand les chiffres sont redondants ou s'ils sont en accord, de passer peut-être à ce qui mérite d'être précisé pour qu'on puisse alors rentrer peut-être dans la discussion réforme de l'État. Je ne sais pas qu'elle n'a pas été lancée, mais elle mérite des questions assez précises derrière et il faudra le temps pour les poser. Merci. Magali Verdonck et monsieur. Merci de me donner challenge pas facile. Je dois vous dire qu'on ne savait pas du tout ce qu'allait dire. Non, je sais. Oui. Représentant ici à Nous droite. non plus. Hein. Non. Et donc, on a essayé d'imaginer, on en a discuté tous les deux, on a essayé d'imaginer ce qui serait dit et de quand même un peu préparer. Mais heureusement, je vais pouvoir rebondir. Mon fil sera un petit peu différent, mais je vais rebondir parce que je vais avoir, je crois, 0 chiffre. Il y en a un, je pense. Ce qui est franchement fameux pour une économiste. Mais parce que j'aime bien traquer dans les discours, vu ma position très confortable où je ne dois pas être élue, tout ce qui est de l'ordre du TINA, There is no alternative, il y en a beaucoup, et les endroits aussi où on confond l'objectif et le moyen. Vous verrez les endroits où j'ai identifié ça en général, mais dans les discours ici aujourd'hui également. Et puis, ben ça, c'est ma formation, c'est mon métier au quotidien. Vraiment, j'ai cet angle de vue, analyse coût-bénéfice. Donc, quand on me parle que des coûts ou que des bénéfices, je suis insatisfaite. Donc, ce sera un petit peu mon angle d'approche. Et
dire aussi que nos deux interlocuteurs ont parlé de l'importance d'améliorer le taux d'emploi. Je n'ai pas abordé ce point-là, mais je voulais encore renforcer ça, bien sûr, que c'est la solution incontournable. Si on revient à la question, notre système institutionnel est-il capable de prendre en charge les enjeux du XXIe siècle? J'aborde ça par prendre en charge égale financer. Mais d'abord, financer quoi? Ça a été sous-entendu, mais je voudrais quand même bien clarifier qu'il y a deux choses à financer. Il y a les dépenses qui découlent de changements brusques, graves et urgents, climatiques, et les changements, les charges qui proviennent de problèmes plus structurels, la santé, etc. Et j'aimerais qu'on traite les deux différemment. Je vais un peu laisser de côté ce qui est lié à des charges graves urgentes, parce que dans mon estime, ça doit être réglé, le changement climatique, par exemple, doit être réglé comme le Covid ou des guerres, et payé d'une autre façon, par des moyens ponctuels, que ce soit une taxe provisoire sur les personnes les plus fortunées, que ce soit un financement par ce qu'on appelle de la monnaie volontaire, donc de la dette sans intérêt, avec bien sûr un encadrement pour éviter les spirales inflationnistes. Voilà, c'est pour dire que cet aspect-là, moi, je trouve qu'il faut le mettre à part. Ça a été mentionné entre autres par M. Dermine. Il reste que les dépenses structurellement plus qui grandissent structurellement plus vite que les recettes, ça reste un énorme problème. Et là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait sur ce point-là? Et par exemple, un des financements, c'est la dette. Et la dette jusqu'où? Et en fait, cette question de la dette jusqu'où, elle m'interpelle. Et je n'aime pas trop cette approche. Et j'ai entendu déjà ici, 118%, c'est indiscutable. On ne peut pas arriver à ça. Et pourquoi pas? Pas parce que voilà, je m'en fiche des conséquences. Le niveau d'une dette en soi n'est pas très importante, parce que si on est en période de faible taux d'intérêt, c'est pas si grave. Si on est très fortement financé par la population propre, comme c'est le cas au Japon, c'est pas si grave. Par contre, ce qui est grave, ce serait de payer cher, le taux d'intérêt par exemple, ou les charges d'intérêt, contre des bénéfices faibles. Et ce concept en économie que j'aime beaucoup, qui est le bénéfice fiscal net, c'est ce que les citoyens ont en échange des taxes qu'ils payent. C'est ça l'objectif. Et quand on dit qu'il ne faut pas laisser une charge trop importante aux générations futures, en fait, peu importe que la charge soit élevée, si en contrepartie, les bénéfices sont élevés. Si tout est assaini, si on est protégé contre les effets du changement climatique et qu'il faut payer plus, le bénéfice fiscal net n'est pas mauvais. Donc, moi, c'est cet axe-là qui m'intéresse plus que le niveau de la dette en tant que tel. Mais ça ne nous simplifie pas tout. Pour autant, on n'est pas très très bon en Belgique en termes de bénéfices fiscal net. Il y a des pays qui, avec moins de dépenses, atteignent des meilleurs objectifs, que ce soit économiques ou de réduction des inégalités. Donc, on ne sait pas qu'il y a de la marge là pour peut-être encore augmenter la charge sur le citoyen, la charge d'intérêt, et que le ratio coût-bénéfice contre avantages fiscaux, pardon, bénéfice fiscal net reste suffisant. Et il faut être attentif puisque bien sûr, dans un monde globalisé, on ne peut pas vivre très longtemps avec un bénéfice fiscal net très défavorable pour les entreprises, pour les personnes les plus mobiles, c'est-à-dire les plus fortunées. On ne peut pas rester à ce niveau. Donc, il faut améliorer ce bénéfice fiscal net. Ça ne se passera qu'en étant plus efficace. Et en travaillant sur le bénéfice fiscal net, je trouve aussi qu'on sort de ce débat qui me chagrine assez fort et qui ressort, mais au niveau politique, c'est plus normal, où on va avoir tendance à dire il faut moins de subsides pour les entreprises. Et de l'autre côté, on va dire il faut moins de subsides pour les chômeurs. En fait, ça, c'est un peu stérile parce que bon, on ne peut pas se mettre d'accord. Par ailleurs, ça n'améliore pas le bénéfice fiscal net. Si on réduit la dette, mais qu'on réduit les programmes égalitaires, on n'a rien gagné en bénéfice fiscal net. Et c'est celui-là qui compte au final. Pareil, si on réduit la dette, mais qu'on aide moins les entreprises, donc on fait moins de recherche et développement, ça ne m'intéresse pas très bien. Non. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup que la question porte sur l'institutionnel, parce que améliorer le fonctionnement institutionnel
A priori, ça peut être indolore. Il n'y a pas un camp qui va gagner, un camp qui va perdre. Donc, je trouve ça très stimulant comme réflexion. Et je vais passer en revue les différents niveaux institutionnels. Je vais rapidement, j'essaye, où on peut avoir une réflexion. Au niveau institution entre fédérale et entité fédérée, ou entre francophones et néerlandophones, parce que c'est comme ça que beaucoup vous. On sait tous très bien qu'il n'y a pas de réponse facile. Que décentraliser, ça a un coût, on démultiplie les institutions, ça complexifie le paysage, entre autres pour les entreprises qui ne s'en sortent plus, ça n'aide pas pour le privé. Par contre, c'est un beau laboratoire. Et par exemple, quand on voit que la Flandre a été plus audacieuse pour les allocations familiales, comme disait Keynes, eh bien peut-être que la Wallonie va se dire ce n'est pas si catastrophique d'aller sur cette voie-là. Et donc, c'est une sorte de laboratoire, il y en a un qui essaye, l'autre qui observe, qui fait mieux, qui s'adapte, etc. Donc, il y a des avantages et inconvénients, mais ici, je parle avantages et inconvénients, ça renvoie à analyse coût-bénéfice. Je crains que les analyses coût-bénéfice, quand il s'agit de fonds institutionnels à ce niveau-là, n'ont pas tellement d'intérêt. Parce qu'au final, ce sont des choix plus symboliques que basés sur des aspects financiers. Donc, je ne passerai pas trop de temps à discuter des coûts-bénéfices, d'une décentralisation de ci ou ça, parce qu'à la fin, de toute façon, ça peut être mis de côté pour des arguments d'analyse idéologique ou autre. Mais il faudra quand même des discussions à ce niveau-là. Par exemple, pour savoir comment répartir l'effort par rapport à la dette, suivre la réglementation européenne. Aujourd'hui, la loi de financement est basée fortement sur les revenus de l'impôt des personnes physiques. Si demain la région bruxelloise choisit des politiques de grosse austérité, il y aurait certainement un choc sur ces recettes fiscales et donc il y a un faible incitant à aller sur cette voie-là. Donc, la loi de financement pourrait prévoir des incitants pour les régions qui font des efforts. Mais qui va payer cet incitant? Le fédéral, on sait bien que c'est pas celui qui a le plus de sous. Est-ce que alors on se tourne vers la Flandre, mais la Flandre qui a assaini seule et qui devrait aider les autres à s'assainir? Donc, ça va être difficile. Je n'ai pas de réponse toute faite. J'ai l'impression qu'il y a une partie de réforme, je vais y venir, réforme institutionnelle d'assainissement ou d'assainissement qui ne sont pas douloureux pour la population. Ceux-là, ils devraient être faits sans incitant. Par contre, des incitants pour des mesures qui pourraient pénaliser certaines parties de la population, ou par exemple, qui seraient encore plus défavorables pour la région bruxelloise, là, je trouve qu'on pourrait se tourner, entre autres, vers la Flandre pour avoir une forme d'incitant, parce que la Flandre n'a pas intérêt à ce que Bruxelles, la capitale, s'écroule, par exemple. Sinon, je pense que c'est au niveau francophone, M. Dermin a dit qu'il y a des efforts à faire, surtout quand il y a des doublements d'acteurs pour une même compétence sur un même territoire. Donc, simplifier tout ce qui est complexe, il y a plusieurs acteurs sur un même territoire, éviter les doublons, mais ça évolue. Grâce à la situation budgétaire, grâce au Covid, par exemple, il n'y a plus le tabou à Bruxelles, me semble-t-il, à propos d'une fusion de la COCOF, la COCOM, etc. On va vers a priori, une fusion avec la région. Pour moi, et je sais que c'est des sujets difficiles, mais la fédération Wallonie-Bruxelles pourrait disparaître, la province aussi, on vit très bien sans à Bruxelles. Donc, pour moi, ça, c'est des axes prioritaires. Par contre, quand on dit fusionner les communes à Bruxelles, fusionner les zones de police, là, je reste perplexe parce que là, je pense justement que c'est quand on confond l'objectif avec le moyen, parce que ça devient un objectif en soi. Mais une fusion, on oublie que ça coûte, uniformiser la façon dont on gère le personnel, on doit uniformiser le système informatique, etc. Ça a un coût. Et puis, si on est par exemple au niveau des communes, on n'imagine pas qu'à Bruxelles, il y ait un hôtel de ville et que tous les Bruxellois doivent venir au centre pour gérer leurs affaires. Il y aura des antennes, des bâtiments, il restera du personnel. Donc, les gains qu'on trouvera là seront relativement faibles. Pareil pour la police. Par contre, on peut améliorer avec, par exemple, plus de centrales d'achat ou des pôles de compétences pour des matières très techniques, pour attirer des gens très talentueux pour gérer des marchés publics, des marchés de travaux, par
Je vais devoir vous presser un peu. Oui. Tout ça pour dire que je suis 100% pour une simplification des institutions pour gérer les enjeux du XXIe siècle. Mais pour moi, déjà, on n'arrivera jamais à une très très forte simplification, comme dit M. Keynes. On doit faire avec la réalité belge. Et surtout, je pense qu'il y a plein de marges à trouver ailleurs dans la façon de gérer les finances publiques. Aujourd'hui, il y a plein de tabous, et j'en ai plein à citer, mais donc je ne vais pas pouvoir le faire. Mais par exemple, quand on dit la communauté française, il n'y a pas de marge vu que c'est que des salaires, mais on sait qu'en communauté française, il y a un reliquat historique, par exemple, dans chaque petite ville, il faut une école d'un réseau, une école de l'autre réseau. Et si on avait une école par ville, et si quelqu'un tient absolument à aller dans un autre réseau, il va dans une autre ville. C'est un tabou absolu. Et donc à chaque fois dire, oui, mais c'est que des salaires, on ne peut rien faire, hop, je vois, Tina, il n'y a pas d'alternative. Si, il y a des alternatives, mais il y a beaucoup de tabous. J'en ai tout plein. Et donc, je trouve que ce serait intéressant de pouvoir lister les tabous. Il y a des spending reviews qui analysent pour chaque type de dépense différentes manières de faire pour identifier celles qui sont intéressantes et comprendre pourquoi elles n'ont jamais été mises en œuvre. Où est le tabou? Qu'est-ce qui bloque? C'est rarement l'institution. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Monsieur Piron. Oui, voilà, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et merci également aux orateurs, aux orateurs aussi, dans un premier temps quand même, d'avoir balisé le cadre de débat, mais aussi aux organisateurs, à la nouvelle équipe de Rebel, à laquelle je souhaite autant de succès que l'équipe à l'initiative de ce projet qui nous permet de discuter de questions pointues en lien avec les enjeux institutionnels et il y a quand même pas mal de désaccords entre les principaux intervenants. Je pense qu'il y a au moins un point sur lequel tout le monde sera d'accord autour de cette table, c'est de dire qu'en effet, venir parler de ces questions de politique budgétaire dans un État hautement fédéralisé comme la Belgique un lundi soir vers 18h, 18h15 est un cadeau relativement empoisonné. Et donc, je pense qu'on a au moins ce point commun d'avoir tous accepté avec plaisir de venir parler de ces questions. Et pour éviter la double peine, puisque je parle le dernier, que beaucoup de choses ont été évoquées, j'ai moi aussi préparé une présentation qui évite de rentrer dans le détail chiffré pour essayer de se concentrer vraiment sur les aspects plutôt politiques des questions qui nous occupent, en sachant, comme l'a dit Magali, qu'on parle un peu sans filet, puisqu'on n'avait pas vraiment d'idée du contenu à la fois des présentations des orateurs, mais aussi de la tournure du débat, puisqu'en fait, aujourd'hui, on parle de beaucoup de sujets qui sont liés, mais qui sont quand même distincts, puisqu'on a parlé de la politique budgétaire de l'État fédéral, des nouvelles règles budgétaires européennes, et aussi des questions institutionnelles, financement des entités fédérées et coordination budgétaire interfédérale. Donc, chacun de ces sujets mérite sans doute des articles à part entière. Donc, c'est évidemment difficile de rentrer dans le détail, mais l'idée ici, c'est de reposer un certain nombre de questions en vue de relancer le débat, puisqu'on nous a aussi invités à stimuler un petit peu la prise de position de nos intervenants. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire dans le temps qui m'est imparti. Alors, j'espère que le pointeur fonctionne. Mais... Ah, OK. Mais de nouveau, c'est vrai qu'il va aussi en avant et en arrière. Je crois qu'il faut pousser au milieu, pas sur... Attendez, j'essaye. OK, bon, on va essayer comme ça. L'introduction, c'est quand même de dire que les organisateurs et organisatrices ont quand même eu le nez creux, évidemment, en organisant cette session, puisque la question vraiment de la soutenabilité des finances publiques fait l'objet de plus en plus, depuis un an, 18 mois d'études. Je vous sors un exemple récent de la Banque nationale vraiment consacré à la soutenabilité des finances publiques dans la Belgique fédérale par entité. Rassurez-vous, on ne va pas ouvrir ce rapport, mais il est assez exemplatif du retour à l'agenda au moins institutionnel des institutions économiques en Belgique, de cette question de la soutenabilité des finances publiques, avec des présentations aussi
un peu plus dramatique aussi dans une logique plus journalistique, puisque on évoque, et je pense que c'est un peu la toile de fond du débat d'aujourd'hui, allons-y franchement, un risque de faillite pour la région wallonne. Et donc, il y a une double tendance, à la fois un accent, je pense, renforcé sur l'attention qui est portée à la question de la gestion budgétaire et une forme de retour de l'austérité ou de la rigueur budgétaire selon les arguments de discours en Belgique et ailleurs en Europe. C'est la fin de la parenthèse Covid et du quoi qu'il en coûte, hein, du président Macron notamment. Donc, premier élément. Et puis, deuxième élément, quand même, un aspect institutionnel avec une divergence des positions des différentes composantes de la Belgique fédérale. Donc, une question qui est très actuelle et qui occupera sans doute beaucoup d'espace de discussion en préambule, mais peut-être surtout à l'issue des élections du mois de juin. Alors moi, ce que j'aimerais évoquer avec vous, c'est 3 questions. Je vais aller un peu plus vite sur la première d'entre elles, mais qui, puisqu'elle a déjà été couverte par notamment Magali, c'est l'invitation à relativiser la question du poids de l'endettement public. Je pense que l'enjeu, c'est moins le niveau de dette exprimé en pourcentage du PIB que la capacité de l'État belge à se financer, et qui dépend peut-être paradoxalement moins de sa propre politique budgétaire que de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc ça, je pense que c'est un premier point sur lequel il faut insister. Je serai assez bref puisque ça a déjà été évoqué précédemment. Je reviendrai moi aussi sur la réforme du PSC, c'est un des nombreux acronymes utilisés au niveau européen pour parler du pacte de stabilité et de croissance. Donc on va parler des règles budgétaires européennes que je vais présenter comme une occasion manquée dans la lignée de ce qui a été déjà évoqué par le secrétaire d'État Dermine, mais j'ai du coup des questions aussi à lui poser par rapport à cette réforme, c'est le jeu. Et puis, poser aussi la question de la coordination budgétaire interfédérale en lien avec une éventuelle ou non 7e réforme de l'État, puisque c'est aussi une question qui a été évoquée par les orateurs qui m'ont précédé. Alors, la première relativisation du poids de l'endettement public en tant que tel, je pense que c'est un indicateur qui circule, qui est assez aisé à comprendre. 105%, c'est plus que 110%, donc a priori, la situation est moins bonne, mais c'est un indicateur qui est très imparfait pour différentes raisons, notamment, et je pense que ça, c'est un point que Magali a également apporté, parce qu'il ne nous dit rien sur la richesse publique, les actifs publics qui sont en contrepartie de cette dette. Et donc, cet enjeu des générations futures, notamment, il doit se voir de 2 côtés. D'une part, une éventuelle dette qui est transmise et qui n'est pas remboursée en tant que telle par l'État, qui est roulée, d'une part, mais aussi des actifs qui sont mis à disposition, des actifs publics qui sont mis à disposition, en sachant qu'il y a aussi des enjeux non pas intergénérationnels, mais intragénérationnels de redistribution au sein de classes sociales, pour parler avec des grands mots. J'ai oublié de dire que je parlais ici avec la casquette du chercheur et du professeur en sciences politiques et non avec une casquette d'économiste, qui fait que mon discours et ma discussion sera aussi centrée sur des enjeux plus politiques, notamment redistributifs. Et puis, cet indicateur dette PIB, il ne dit rien sur la capacité effective de remboursement des pouvoirs publics. Et il n'y a pas de lien automatique en fait entre le niveau, le seuil d'endettement d'un État exprimé en pourcentage de son PIB et sa capacité de financement. Et l'exemple qui est pris, qui a été évoqué par Magali, c'est le cas du Japon, qui a une dette bien supérieure en pourcentage de son PIB à la Belgique, qui n'a pas de problème de financement, notamment parce qu'il détient son propre levier monétaire et qu'il y a une capacité interne de financement de cette dette. Par ailleurs, la Belgique, à l'heure actuelle, alors les choses peuvent changer, mais de nouveau, elles dépendent peut-être moins de la Belgique que de la Banque centrale européenne, mais n'a pas de problème d'accès au financement. On peut dire plutôt même au contraire, pendant longtemps, la Belgique a emprunté à des taux d'intérêt négatifs. Et puis par ailleurs, je pense que le succès du bon d'État récent montre qu'il y a une capacité de financement interne à l'économie belge pour venir financer de la dette publique, mais donc surtout des projets publics, par exemple aussi d'investissement public. Et donc, la conclusion par rapport à ce point sur lequel je suis relativement bref, c'est de dire que c'est finalement surtout la politique monétaire et l'architecture financière qui importent davantage que le taux d'endettement public. Alors, deuxième élément en lien avec l'actualité européenne, c'est cette réforme en cours d'adoption du pacte de stabilité et de croissance, que moi je considère en fait comme une occasion manquée, notamment par rapport aux défis qui sont les nôtres, qu'on a un petit peu évoqués à présent, mais peut-être pas tout à fait. Donc j'aimerais bien aller un petit peu plus loin dans cette question-là, notamment pour souligner par contre une tendance de fond, qui était aussi évoquée par Thomas Dermine, c'est bien
un renforcement de la mainmise des institutions européennes sur les différents volets de la politique macroéconomique des États membres, alors que formellement, ça reste une compétence nationale. Ce qu'on voit à travers la réponse aux différentes crises, crise de la zone euro et puis maintenant crise du Covid, c'est bien une reprise en main par les institutions européennes, sans transfert formel de compétences, de certaines questions fondamentales. Et donc, on a parlé de la réforme des pensions. A priori, c'est une question de politique nationale, mais sur laquelle la Commission européenne, notamment, arrive à reprendre la main, notamment à travers la question de la conditionnalité des aides européennes dans le cadre du plan de relance. Donc, cette idée de dire, en fait, on met une manne financière à votre disposition, mais en contrepartie, on veut que vous adoptiez certaines réformes des voitures de société, réforme aussi du système de pension. Et donc, un accroissement du champ d'intervention des institutions européennes sur des domaines de politique nationale. Ça, c'est la tendance générale. Et un point intéressant, ça concerne notamment la réforme du pacte de stabilité et de croissance qui met l'accent sur un indicateur unique, ou en tout cas une focale bien plus importante sur l'indicateur de dépenses primaires nettes. Je ne rentre pas dans tout le détail, mais ce qui est intéressant, c'est cette focalisation sur l'aspect dépenses du budget de l'État et donc la mise de côté aussi d'une réflexion plus générale sur l'organisation de la recette publique qui est le pendant de cette dépense et qui est peut-être le facteur qui a le plus évolué à travers certaines réformes qui ont été mentionnées, notamment l'impôt des sociétés. Et les analyses de soutenabilité que j'ai citées en introduction, elles sont un peu une des pierres angulaires aussi de ce nouveau cadre budgétaire européen, avec quand même ce point important qu'il s'agit il ne s'agit pas d'instruments qui sont neutres, qui sont basés sur un certain nombre d'hypothèses quant à l'évolution de la situation macroéconomique. Et donc, il est aussi important, au-delà du mythe ou du fétichisme parfois du chiffre, d'être capable de repérer des enjeux sociaux qui sous-tendent le pacte de stabilité de croissance et sa nouvelle mouture, notamment l'accent sur les dépenses primaires, mais aussi les instruments a priori techniques qui vont venir sous-tendre le calcul de la soutenabilité ou non de la dette publique, qui est bien plus une affaire politique et de confiance des marchés financiers dans les gouvernements du jour qu'une affaire de chiffres bruts et décontextualisés. Il vous reste 4 minutes et je pense que la troisième partie est peut-être la plus qui va nous passionner autant, mais qui va être plus. Non, mais qui va être plus. Je l'espère. Questionnement. Oui, tout à Oui, fait. j'y arrive, mais avant ça, peut-être un point quand même important sur pourquoi le pacte de stabilité, finalement, c'est une occasion manquée, et ça permettra de faire le lien avec la partie institutionnelle belge, c'est de dire que il y a un nouvel accent sur la question environnementale, mais imbriqué avec deux autres considérations, la consolidation budgétaire, qui reste quand même la pierre angulaire du pacte de stabilité et de croissance, et la stimulation de la croissance économique. Et donc, le vrai enjeu, je pense, de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, ça va être de voir, en fait, comment est-ce qu'on priorise entre ces dimensions qui sont présentées parfois comme pouvant former un cercle vertueux. Comment est-ce qu'on priorise concrètement, notamment la consolidation budgétaire d'un côté et l'investissement vert de l'autre. Et donc, ça permettra de poser aussi la question aux orateurs. Et donc, vraiment, quelle priorisation concrète de ces différentes dimensions présentées comme homogènes, mais en fait, qui impliquent des enjeux distincts. Et puis, en Belgique, j'arrive du coup à cette troisième partie qui, j'espère, vous fascinera autant que les deux précédentes. La question de cette coordination budgétaire interfédérale, en sachant que des règles budgétaires européennes viennent essayer d'organiser, de réguler la coopération budgétaire en Belgique, avec ce constat que depuis 10 ans, en fait, cette coordination budgétaire, elle est à l'arrêt. Et donc, un constat plutôt empirique qui est de dire que malgré les règles de droit européen et de droit belge qui impose la coordination budgétaire, dans la pratique, il n'y a pas de coordination effective des politiques budgétaires en Belgique, ce qui renvoie à l'idée que c'est un processus bien davantage politique que formalisé par des règles de droit. Et là, on peut faire un parallèle avec aussi les règles budgétaires européennes. Et donc, on observe dans la pratique une absence d'accord de coopération budgétaire. Et la question que je pose notamment aux deux orateurs politiques du jour, c'est de voir comment eux, concrètement, envisagent de relancer cette coordination budgétaire. Est-ce qu'ils envisagent de rendre plus obligatoire ces règles? Quelles sanctions est-ce qu'ils envisagent? C'est un peu une quadrature du cercle de demander à des entités fédérées autonomes de venir se coordonner avec l'autorité fédérale et chacune entre elles sur des domaines pour lesquels elles sont a priori autonomes. Donc, quel est l'équilibre qu'on essaie de trouver entre autonomie budgétaire, financière d'un côté et coordination interfédérale?
Deuxième élément qui me semble important, c'est comment est-ce qu'on lie le financement des entités fédérées avec la question aussi de la transition climatique, qui est un élément parmi d'autres de ces nouvelles règles budgétaires européennes, mais qui n'est pas nécessairement, plutôt du contraire, stimulé dans le cadre actuel de financement des entités fédérées. Et donc là, je pense que c'est aussi une question à poser aux orateurs, c'est de voir concrètement à quel niveau de pouvoir la transition écologique doit être initiée et quels mécanismes on met en place ou non hein, dans la loi spéciale de financement pour venir tenir compte de cette question. Avec cette question qui a été aussi abordée, mais un peu par la bande, hein, qui est de dire, bon, comment est-ce que la région wallonne, finalement, va financer sa transition écologique dans le cadre budgétaire qui est le sien, en sachant que dans la pratique, l'assainissement il se fait moins au travers de règles qu'au travers de négociations institutionnelles et de négociations de la loi spéciale de financement. Et donc, dans un package global, est-ce qu'on n'est pas en fait à un moment où, même si personne ne le souhaite effectivement, une nouvelle négociation institutionnelle devrait être relancée pour répondre à la coordination budgétaire, à un éventuel assainissement budgétaire et aussi à une repriorisation notamment de la politique de l'investissement en vue notamment de la transition écologique. Donc j'avais prévu une série de questions, mais je propose de m'en écarter pour les poser directement aux orateurs du jour, notamment à M. Gaines dans un premier temps, pour lui demander si finalement il ne nous a pas déclaré, quand il demandait qu'il voulait une régionalisation accrue de l'IPP, s'il était en faveur d'une 7e réforme de l'État, et peut-être surtout à partir de quand, puisque c'était ça la question peut-être sous-jacente. Et puis, comment financer l'investissement public en Belgique? Et puis, j'aimerais bien aussi l'entendre sur le financement, notamment l'investissement public en lien avec la transition écologique, parce qu'il a finalement été assez évasif sur cette question-là, et je pense que c'est un des nœuds du problème à l'heure actuelle. Puis un deuxième ensemble de questions ici pour Thomas Dermine, qui a dit qu'en fait, en région wallonne, il allait sans doute falloir être plus offensif dans la politique de réduction des déficits publics, et donc en disant qu'il y avait de la marge, mais sans citer ces marges. Donc c'est une invitation à aller un peu plus loin sur les dépenses qui lui sembleraient intéressantes à revoir. Et puis, il a évoqué mais très rapidement la question de la solidarité interrégionale, et donc de voir dans quelle mesure il y a une volonté aussi de demander, au vu notamment de la situation budgétaire de la région wallonne, une révision des mécanismes de financement, si oui, à court terme ou à un horizon un peu plus moyen, et donc s'il pense qu'il faudrait revoir les mécanismes de solidarité interrégionale en Belgique. Troisième question générale pour les deux orateurs, comment finalement actualiser la coopération, la coordination budgétaire en Belgique? Et puis, dernier point, notamment pour le secrétaire d'État à la relance et à l'investissement, est-ce qu'il faut finalement déjà désobéir aux nouvelles règles budgétaires européennes, notamment compte tenu de ce constat qui a été fait de leur sous-problématisation, sous-prise en compte de la question de l'investissement public? Voilà pour une série de questions. Merci beaucoup, Damien Piron. Merci. Donc, à partir de ces questions-là, il y a des questions de la salle. Carole interviendra aussi pour poser des questions complémentaires ou permettre d'aller plus loin. Peut-être, Monsieur Gaines, la première question qui vous est posée par Damien Piron, qui est 7e réforme de l'État, oui, non, et à partir de quand? En misschien de vraag nog even verscherpen. Namelijk, kan het volgens u zonder staatshervorming om het budget op orde te krijgen? Ja, wat mij is opgevallen is dat ik eigenlijk geprobeerd heb om duidelijk te maken dat ik voor het niveau van onze sociale uitgaven op dit ogenblik ben, maar dat de stijging ervan zo snel gaat dat ik mij afvraag hoe we dat aan Europa op een geloofwaardige wijze gaan uitleggen. Ik geloof niet dat één van de 3 andere sprekers op sociale uitgaven is ingegaan. Dus ik heb over een taboe-onderwerp gesproken. En dat is niet zo erg om over een taboe-onderwerp te spreken, maar Want u heeft verschillende keren gezegd, de uitkeringen moeten niet verlagen, maar de uitgaven kunnen niet vergroten. Waar ziet u dan de oplossing? Wel,
De vraag is of het aan mij is om vandaag daarvoor de oplossing te geven. Ik vind het al heel moedig dat ik erover durf spreken, terwijl iedereen anders erover zwijgt. Dat is al niet slecht. Ten tweede, ik wil heel graag het niveau van de schuld relativeren. Ik ben geen fetischist van de schuld. Ik weet ook dat de schuld in Japan 200% is. Maar we zitten in een heel speciale situatie, namelijk wij hebben op dit ogenblik wel onze schuldsoevereiniteit behouden. Wij hebben een quasi-budgettaire soevereiniteit, maar af en toe ondervinden wij, bijvoorbeeld met onze pensioenen, dat het niet zo evident is. En we hebben geen monetaire soevereiniteit niet meer. Het is een monetair experiment zonder voorgaande en ik zou me graag door economisten horen uitleggen hoe ik daarmee moet omgaan. Ik weet ook wel dat als onze frank kan devalueren, dat we elke mogelijke schuld kunnen terugbetalen. Dat spreekt vanzelf, dat konden we vroeger. Vandaag kunnen we de euro niet devalueren. Gelukkig is er Italië, is er Griekenland, is er Frankrijk. En hebben wij dus een Zuiderse borstwering die ons toelaat om niet te jaloers te zijn op de andere landen in onze buurt. En ik ben op dat stuk geen fetischist. Het enige wat ik wil zeggen, als ik zie dat de uitgaven in de pensioenen 2 keer zo snel stijgen op een jaar, 1 jaar, als 2 keer het budget van justitie. Ik ben minister van Justitie geweest, ook minister van Financiën. Ik had een budget van 2 miljard op justitie. De pensioenen stijgen met 4 miljard per jaar. Niet omdat wij meer pensioen krijgen, maar door onze vergrijzingscurve. Dat houdt nog een hele tijd aan. En wat is de moeilijkheid met die uitgaven? Het zijn precies zij die de investeringen bemoeilijken. Want zij blokkeren de marge naar boven. Ik zou wel willen dat de Europese Commissie daar niks van zegt, voor alle duidelijkheid. Ik zou hopen dat wij onze pensioenen mogen hervormen zoals we willen, zonder dat de Europese Commissie komt zeggen, zoals tegen meneer Orbán, maar om andere redenen, het is geconditioneerd. Maar ze komt het wel zeggen. En het is niet leuk voor de betrokken staatssecretaris, neem ik aan. En ik bedoel dat niet polemisch. Ik zeg alleen dat het zo is. Ik ben ook Europa moeten gaan overtuigen over het feit dat de boete niet moest opgelegd worden aan België in de tijd van meneer Rehn. Dat was niet gemakkelijk, hè? En de trucken die we toen uit de kast hebben moeten halen om dat te vermijden, die waren de moeite waard. Dus ik kan wel voor Europa zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat Europa morgen ons met soepeler budgettaire regels dan vandaag onze budgettaire soevereiniteit zal relativiseren. Zoals ik heel graag de schuld relativiseer. Maar we zitten ermee en we zitten ermee in een Europees karkan. Het kan zijn dat er 300 tot 350 miljard door het buitenland aan ons verschuldigd is en dat we dus geen enkel probleem van kredietwaardigheid hebben. Maar dan nog blijft het moeilijk. Wat de verstandhouding tussen de gewesten en de gemeenschappen betreft en de deelstaten op het stuk van de schuld. In 2013 hebben wij inderdaad, was daarbij een akkoord gesloten dat juridisch niet veel waarde heeft en dat tussen autonome gelijkwaardige rechtspersonen niet afdwingbaar is. Als meneer Magnet CETA niet goed vindt, is dat zijn volste recht. Als mevrouw De Mier de Natuurherstelwet niet wil goedkeuren, dan is dat haar volste recht. Dat is de Belgische realiteit. Ik zou heel graag een akkoord maken, maar dat zal dan wel op een ander niveau moeten verankerd worden dan in een papier. Misschien wel een wat hoger niveau, ik durf niet zeggen het welke. Voor we dat echt kunnen bekrachtigen en voordat we de rechtsstaat aan onze kant hebben. Op dat stuk. En dan natuurlijk mag men dat niet zien als het ene niveau dat zich boven het andere stelt. Dus dat is een heel moeilijke zaak. Men vraagt mij ook, wat vindt u van de ecologische transitie? Omzeilt dat onderwerp? Nee, ik ben volstrekt voor de ecologische transitie. En ik stel vast dat wij aan de marge van onze begroting heel veel crisissen kunnen opvangen. Ik heb niet wakker gelegen van de corona-uitgaven, noch van de gasuitgaven. Dat lossen we allemaal wel op. Dat is het probleem niet. Het probleem zijn de duurzame structurele uitgaven die blijven stijgen op een abnormale manier. En waaraan ik graag een remedie zou aangebracht zien. U mag mij niet vragen of ik voor een staatshervorming ben. Ik wil kunnen praten, open, en dat doen we dus niet. Dat gaan we ook niet doen in de kiezer. Waarom mogen we je dat niet vragen of u voor een staatshervorming bent? Wel, ik vraag wat men met de sociale uitgaven wil. Maar hangt u die twee aan elkaar? Wel, nee, ik heb daarover gezegd wat ik daarover te zeggen heb. Ik zou heel graag hebben... U heeft wel in de krant gepleit voor een... Ik heb niet gepleit voor een staatshervorming. U vergist zich, u hebt mij niet goed gelezen. Ik heb gepleit voor duurzame structurele hervormingen in de sociale sector. En ik leg dat probleem vandaag op tafel en er is niemand die erop ingaat. Dat is fijn,
En dan wil men van mij horen of ik voor een staatshervorming ben. Ja, nee, niet per se. Alleen wil ik zeggen, hoe gaan we dat oplossen? Want het doodt de ruimte. U moet goed zien, ik heb gezegd 24 miljard ruimte is er federaal. Dat is niks, want dat is 8 miljard rente. Er is 16 miljard ruimte federaal. Al de rest zit bij de gewesten en de gemeenschappen. Daar zit ook de budgettaire marge, voor alle duidelijkheid. Die zit niet op het Die zit federaal. vooral in Vlaanderen, hè? Die budgettaire marge. Ja, maar het financieringssysteem, ik ga voor één keer iets minder Belgisch zeggen. Het financieringssysteem heeft wel in een vergelijkbare financiering voor alle gewesten en gemeenschappen voorzien. Het is niet dat Vlaanderen te veel krijgt in vergelijking met de En anderen. hoe ziet u dan de weg voorwaarts? En dan gaan we naar meneer Dermin. Wel, Hoe ziet u de weg voorwaarts? de Er weg- zal toch een vraag naar Vlaanderen komen. Het zal helemaal niet aan mij zijn. Maar dat is uw analyse van de situatie. Dat is niet de mijne. Dat is een vraag. Mijn analyse van de situatie is dat de dag na de verkiezingen, ik zal er dan niet zijn, maar dat de dag na de verkiezingen men zal moeten gaan samenzitten en zeggen, wat gaan we doen om onze budgettaire situatie tegelijk, want ik ben geweldig voor economische groei. En ik vergeet nooit dat meneer De Haan en meneer Van Rompuy, meneer Moreau zijn gered door de economische groei van de jaren 90. Wij weten niet, wij zeggen nu dat was een gouden tijd en dat waren gouden eerste ministers. En dat waren ze in elk geval, want ze waren van ons. Maar er was een economische groei, hors proportion. Ja? En die heeft geduurd tot in 2007. En met alle respect, de regering Verhofstadt heeft al die ruimte vernietigd. Zonder meer. Ja? Maar ik ben enorm voor het stimuleren van de economische groei, want we zullen dat nodig hebben om een stuk van die sociale uitgaven te financieren. Maar als je naar die begroting kijkt en je hebt in die federale regering gezeten, dan kan je niet anders dan weten dat dat alle marge voor investeringen opsoepeert federaal. Mag ik toch nog één vervolgvraag stellen over die sociale uitgaven? In welke omstandigheden zouden die kunnen verminderd worden? Welk pad, zonder concrete oplossing, want die geeft u niet, Wel, maar u kan Wat misschien wel een pad ik geven. wel in de periode De Hane bewonderd heb, is dat men, zonder dat men een duidelijk regeerakkoord had, voor alle duidelijkheid, men is in de Sint-Michielshervormingen gestapt zonder akkoord, maar dat men een globaal plan heeft gemaakt, waarmee men met de sociale partners al die sociale uitgaven bekeken heeft en een aantal remmen daarop heeft gezet. In die tijd. Maar terzelfde tijd heeft men de bijdragen gedeplafonneerd. Dat heeft dus financiering mogelijk gemaakt. Terzelfde tijd heeft men gezegd, we gaan de fiscaliteit laten bijspringen. Dat verklaart die 48 miljard. Dus men heeft dat opgelost op dat moment federaal. Men kan dat opnieuw doen als er heel veel goede wil is. Ja. En als die er niet is, dan zal dat niet gaan. Over naar meneer Dermin. Bij u zal de goede wil moeten op tafel gelegd worden. Bij iedereen? Bij iedereen, denk ik. U acht een akkoord zoals u dat met de N-VA had in 2020. Meneer De Wever zegt dat altijd, dat hij een akkoord met u had, waarin twee dingen alvast in steen gebeiteld stonden, wat u binnengehaald had, namelijk de groei in de verzekerde financiering van de sociale zekerheid en de groei van de gezondheidszorg met 2,5%. Donc, je laisserai aux analystes politiques établir une vérité parallèle, vu qu'on est à l'époque des vérités alternatives. Mais il n'y a jamais eu d'accord entre le PS et la NVA, pour la simple et bonne raison que mathématiquement, même en prenant nos amis sociaux chrétiens avec nous du côté francophone et néerlandophone, il n'y avait pas d'accord. Et donc, M. Boucher, à qui... bref, a eu cette phrase... a eu cette phrase fantastique quand il a vu ce qui n'était même pas un préaccord, ce qui était... des fois, on a l'impression qu'on fait des grandes... C'était 2 à 4 rédiger une nuit de vaguement de thèmes communs sur lesquels on pourrait travailler. Il l'a lu en quelques minutes et il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un renforcement de la sécurité sociale qui est ce que le PS veut, quelques avancées sur l'institutionnel, mais encore une fois, sans ouverture dans la Constitution, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Changer l'ordre protocolaire, donner un jour de congé pour le 11 juillet en Flandre, ne plus jurer sur la Constitution belge, mais sur je ne sais quel texte régional flamand. Et donc, quand il a vu ça, il a dit, vous voulez quoi? Le socio-économique du PS, le institutionnel de la NVA. Et puis, dans une de ses formules, Axel, tu étais là, il a dit, vous voyez quoi? Les clés de ma voiture et le numéro de ma copine. Parce que c'était ça la réalité, c'est qu'il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas de poids politique pour avoir un accord. Maintenant, sur l'institutionnel. La question serait, est-ce que vous voulez encore? Non. Altijd? Non, et soyons très très clairs. Travailler sur de l'institutionnel, c'est du divertissement politico-médiatique. De mauvais goût, je vous le laisserai. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas les enjeux de notre génération. Je veux dire,
On a bloqué notre pays pendant 500. C'est génial d'avoir des cercles d'intellectuels qui réfléchissent à ça, mais on a bloqué notre pays sur des questions institutionnelles parfois très longtemps. 541 jours sur Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Est-ce qu'il y a un citoyen dans ce pays qui s'est réveillé le matin en se disant « Ah, ben j'ai mieux dormi parce qu'on avait scindé l'arrondissement électoral de Bruxelles-Halle-Vilvoorde ». Ce sont des questions de symboles. Aujourd'hui, l'enjeu, il est absolument pas là. Sur les allocations sociales, les mêmes qui parlent d'efficacité de l'État se félicitent d'avoir scindé les allocations sociales parce qu'on a 3 systèmes IT, 3 administrations, des interfaces complexes avec l'interface fédérale. Mais je veux dire, de quoi on parle dans un pays de 11 millions d'habitants? C'est du divertissement. Le Dat is vrai, voor u de oplossing niet. Voor... absolument pas. Limite qu'on en parle entre francophones. Parce que là, il y a des vrais enjeux. Quand je vois que des jeunes qui grandissent à Charleroi ne savent pas s'ils doivent aller dans un centre d'alternance qui dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans un centre du Forum, qu'on finance 2 fois les mêmes infrastructures dans le bassin de vie, ça, c'est des enjeux qui impactent la vie des jeunes et les capacités d'émancipation individuelle. Mais parler de symboles, c'est du divertissement et c'est quelque part un réflexe politique qu'on a sur tout. Quand le politique fait aveu de faiblesse, il reporte ses faiblesses sur une cause externe. Les partis d'extrême droite vont dire ce sont les étrangers, les nationalistes ou les régionalistes vont dire c'est parce que c'est institutionnel. Et Thomas Dermine, je voulais quand même une question à poser parce que vous avez dit dans votre exposé justement qu'il y a cette notion de on veut, on peut. Et puis, malgré tout, j'entends que les économistes, et c'était aussi un peu dans la préparation qu'on a faite, disaient, mais par exemple, on veut, on peut, en termes de coordination budgétaire, ça ne marche pas. Donc, il y a quand même peut-être pas une réforme de l'État au niveau des symboles, comme vous dites, mais quand même une espèce d'amélioration institutionnelle qui permettrait notamment de permettre de mieux gérer les finances publiques à des étages différents. Ce qui, pour le moment, d'après ce que j'ai compris, est un grand laxisme qui finalement, on a un seul chiffre dont on ne sait que faire et aucun moyen de contraindre les entités fédérées à tenir quand même un chemin. Donc, est-ce que ça, à minima, ce n'est quand même pas quelque chose qu'on ne pourrait pas appeler de la distraction institutionnelle? Je pense qu'il y a quelques sujets sur lesquels on peut travailler. En intra-francophone, j'en ai parlé, qui réglerait, by the way, beaucoup de questions qui sont relatives à la région la plus maltraitée par notre système institutionnel actuel, qui est Bruxelles. Je sais que c'est un de tes combats, Philippe, mais aujourd'hui, moi, et voir que des Bruxellois défendent un modèle basé sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, des fois je suis là, mais ce n'est pas le défi de Bruxelles. Bruxelles est la Babel des temps modernes, une grande capitale internationale, n'a pas les mêmes enjeux qu'une région post-industrielle comme la Wallonie ou comme une région exportatrice comme la Flandre. Et donc, ce n'est pas les combats. Je pense qu'effectivement, il y a certaines situations ou certaines compétences où le fait de ne pas avoir singulièrement de hiérarchie des normes entre nos normes fédérales et normes régionales pose problème. On le voit en cas de crise, que ce soit des crises de type naturel, des inondations, de crises sanitaires. Et parfois, en termes budgétaires, ça pourrait simplifier. Mais je voudrais dire une chose très importante, vous y avez touché, professeur Piron, c'est pourquoi est-ce qu'on a une émergence du populisme à gauche en Wallonie et à droite en Flandre? C'est parce qu'en fait, on a privé la politique de débats essentiels au niveau national. Et quand la politique en est réduite à discuter de questions institutionnelles et ne discute plus les grandes questions, qui sont les questions de transition, les questions de fiscalité, de planification fiscale internationale, les questions monétaires, évidemment que le citoyen se sent désabusé. Je lisais, c'est pour l'anecdote, Kuhn le sait, au Parlement, il faut toujours qu'il y ait un membre du gouvernement qui soit présent. Et des fois, enfin souvent, comme je suis l'un des plus jeunes du gouvernement, c'est sur moi que ça tombe, devoir regarder les collègues du Parlement très tard. Et donc, ce que je fais et ce que j'aime bien faire, c'est prendre les annales avec les transcriptions des débats historiques au Parlement. Et je relis des débats où on a des grandes figures de la démocratie chrétienne, du socialisme, du libéralisme qui s'invectivent. Et vous savez ce qui me frappe le plus? C'est à quel point le champ politique était beaucoup plus violent. Les questions et la nature des questions étaient beaucoup plus profondes que celles qu'on se pose aujourd'hui, avec des vraies questions sur des dévaluations monétaires, sur des questions de construction du modèle social, sur des questions... Et qu'aujourd'hui, quelque part, l'Europe, et je suis un pro-européen, mais a sorti du champ de la démocratie toute une question, toute une série de questions. Les débats historiques étaient beaucoup plus polarisés. Vindt u dan dat u te weinig politieke middelen heeft om dat debat te voeren? Want dit is wel een ernstig debat. We hebben niet hier het over de essentie, voor het budget. Mais je pense par exemple qu'en matière budgétaire... Oui, mais allez, bien, je m'excuse, hein, parce que vous êtes tellement plus jeune que moi que je dois faire attention à ce que je dis. Vous en excusez, hein. Ouais, bienvenue dans le monde moderne. Hein. La souveraineté dont vous rêvez,
et qui était le privilège d'Achille Van Acker et de Gaston Eyskens et autres après la Deuxième Guerre mondiale, elle n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, nous sommes un des 10 niveaux qui sont compétents pour une matière qui est assez limitée. Vous avez l'avantage, avant tout, d'être au niveau fédéral, où vous pouvez toujours donner l'impression au monde et à l'opinion publique que vous gérez tous les problèmes. Non. Mais finalement, c'est pour ça que je le dis, on ne gère que 24 milliards, hein, et tout le reste est sécurité sociale, est régionale ou est européen. C'est ça le monde moderne. Et c'est pour ça que moi je parle d'efficacité, que je parle de chiffres. Je veux Donc- faire rêver les gens. J'aime faire rêver les gens. En tout cas, si vous pensez Mais que vous allez faire... non, même je m'excuse, mais c'est pas possible de le faire sans tenir compte de la réalité institutionnelle qui n'est pas seulement belge, mais qui est internationale. Donc, vous m'avez très mal compris. Je m'excuse. Vous m'avez très mal compris. Non, je pense pas que ce soit l'âge, parce que je pense pas que ce soit l'âge, mais vous m'avez très mal compris. Je pense pas qu'on va faire rêver les citoyens avec des questions d'efficacité budgétaire, même s'il faut le faire et sans tabou. Et vous aviez tout à fait raison, Madame Verdonck, que la culture d'évaluation en Belgique francophone est très faible. Mais par contre, des questions, et d'ailleurs j'ai été interpellé quand Madame Delvaux a dit, tiens, mais on va pas parler du pacte de stabilité vert. C'est vrai que c'est des sujets, quand tu parlais des réformes du PSC, parce que c'est des sujets qui sont embêtants et qui sont très compliqués, mais c'est C'est pas pour ça, c'est parce que c'était pas tout à fait le sujet du jour. mais Je c'est m'excuse, c'est des, Olivier. c'est des sujets, aujourd'hui, je veux dire, le plus gros enjeu de la société et de nos sociétés occidentales, c'est des questions de transition. On sait que si on veut les faire de façon juste, sans avoir des révoltes, on doit les faire par l'investissement. Aujourd'hui, on contraint les États dans l'investissement, et pas que la Belgique ou la Wallonie qui a des difficultés budgétaires, tous les États. Et donc, c'est des combats à mener au niveau européen, c'est des questions fondamentales sur la politique monétaire, qui est un levier politique qui appartient au peuple et qui a été quelque part Monsieur privé. Dermine, simplement, il y avait Monsieur Piron, par exemple, qui va m'aider dans cette question que je vais poser. Vous dites, on ne parle pas de ces sujets-là, c'est le sujet important, c'est la transition écologique. Lui posait cette question en lien avec l'institutionnel, puisqu'il disait, dans le fond, est-ce qu'il ne faut pas revoir un financement des entités fédérées pour permettre justement qu'elles prennent en compte cette transition climatique dans les politiques qu'elles font? Ça, c'est parler des grands sujets, mais de voir comment on les décline budgétairement à travers la structure belge. C'est ça que vous vouliez dire, monsieur? Oui, c'était une des questions en lien avec les Malheureusement, Madame Delvaux, c'est se tromper de niveau, quelque part. Si on recrée de la marge au niveau belge, on va parler de recréer de la marge de quelques centaines, de quelques milliards d'investissements au niveau des entités fédérées. Aujourd'hui, les besoins d'investissement pour la transition se chiffrent environ à 3,7% du PIB par an pendant 10 ans. Et donc aujourd'hui, la question, c'est comment on fait. Il y avait deux options. Il y avait une première option qui était dans la réforme du pacte de stabilité de dire, et on peut le faire, c'est ce que vous avez mentionné, je crée une classe d'actifs différents pour la dette verte. Et aujourd'hui, on a une taxonomie qui nous permet de dire des investissements verts dans la mobilité, dans le support à l'industrie. J'ai un traitement séparé pour eux. Ça, c'était une possibilité. Cette voie-là n'a pas été suivie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule possibilité, c'est de prendre un niveau d'endettement additionnel au niveau des États-Unis, d'Europe, pour investir dans la transition. Parce que les marges seront dans tous les cas impossibles. Et pas seulement en Belgique, en Wallonie et en Flandre, mais en Allemagne, en France et dans tous les États membres. Et la question derrière, c'est que à tous les moments de l'histoire où on a fait des grandes transitions, on a pris des niveaux de dette équivalents. Quand on est passé vers le pétrole et le gaz dans l'après-seconde guerre mondiale, le taux d'endettement en Angleterre était de 300%, en France 250%. Et donc, ces tabous sur la dette au niveau européen, on doit se les poser, mais quelque part, on ne va pas, fignoler sur quelques pourcentages de dette en Belgique, là où l'enjeu, c'est plusieurs dizaines de pourcentages de dette au niveau agrégé. Madame Verdonck, vous voulez intervenir? Juste une minute, Madame Verdonck. Oui, je suis toujours étonnée, Monsieur Keynes, quand vous dites la sécurité sociale, on n'a pas la main dessus, comme si c'était intouchable. Mais je suis contente de pouvoir poser la question directement. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ouvrir le capot, par exemple, des soins de santé? Et c'est pas qu'il faut être hyper créatif de l'autre côté de la frontière, où le bénéfice fiscal net est nettement meilleur, par exemple, aux Pays-Bas. Par exemple, qu'est-ce qui empêcherait d'imiter ce qu'ils font en Belgique? Aux Pays-Bas, quand on a besoin de 3 cachets d'antibiotiques, le pharmacien ouvre la boîte, donne les 3 cachets et il donnera les autres à quelqu'un d'autre. Il ne donne pas la boîte. On a tous des pharmacies remplies de médicaments inutiles et périmés. Qu'est-ce qui empêche d'appliquer ce système où il faut d'abord passer par un généraliste avant de pouvoir aller voir un spécialiste, si c'est nécessaire, bien sûr? Qu'est-ce qui empêche de travailler plus au forfait? Pour moi, ça, c'est toutes des mesures qui ont
aucun impact sur une population en particulier, ni les riches ni les pauvres. C'est bénéficié à tout le monde, et en particulier au budget de l'État. Et ça a l'air d'être comme quelque chose qui n'est pas une question qu'on peut poser. Et je me demandais pourquoi. Je n'ai aucun probleem. Als que u mag de vraag stellen, uiteraard. En ik heb niet liever dan dat die vraag wordt beantwoord. En dus bent goed bezig. U bent bezig met structurele hervormingen voor te stellen in de gezondheidszorg. Ik ben daarvoor. Ik weet niet zeker, nochtans, of dat u op een veel lager bedrag gaat uitkomen dan de 37 miljard van vandaag. Dat weet ik niet. Maar ik ben er in elk geval 100% voor dat men, wat u noemt, de kapot van de auto opentrekt en dat men grondig kijkt daaronder. Alleen zeg ik u, dat is een debat waarin de voorkeuren zeer sterk verschillen, waarin een zeer sterke lobbymacht aanwezig is. En dus dat zal niet eenvoudig zijn. Daarvoor heb je een zeer stevige regering nodig. Ik ben daar, dat probeer ik al heel de tijd te zeggen, voor. Als u van mij verwacht dat ik hier vandaag ga zeggen wat ik zou doen, ja, dan staat dat morgen in alle kranten en dat ga ik dus absoluut niet doen. Maar ik probeer heel de tijd experten zover te krijgen, alleen experten zover te krijgen dat ze toegeven dat daarover kan gesproken worden. Maar ik zeg niet, nogmaals, dat het gemakkelijk zal zijn om het globaal uitgavenniveau te verlagen, wel het structureel zo te herschikken dat het op termijn draaglijk wordt. Want het neemt nu alle ruimte weg voor investeringen en ook voor ecologische transitie. Wat de grond van de zaak betreft, collega Dermin, u moet absoluut naar het Europees niveau gaan. Ja. U moet aan meneer Di Rupo zeggen dat u de lijst gaat trekken. Ja. En u moet naar het Europees niveau gaan. Maar ik lach ermee. Daar moeten niet alleen oude mensen naartoe gaan, er moeten ook jonge mensen naartoe gaan. Want daar gebeurt het, voor alle duidelijkheid. Daar gebeurt het. En dan kunnen wij boos zijn, maar we kunnen dat niet oplossen. Als het daar beslist is, moeten we helaas, en u hebt dat ervaren, ik heb dat ervaren, daar moeten we mee. Hè. Dat is vandaag de realiteit. On va poser les questions de la salle. On n'aura pas beaucoup de temps, je m'excuse, il y a beaucoup de questions de bras qui se lèvent. Je vais en prendre à la suite l'une de l'autre. Donc, peut-être monsieur là-bas, voilà. Monsieur avec la barbe là, qui lève la main. Ah, monsieur, oui, si vous êtes debout, vous posez la question. Peut-être des questions, pas des considérations, s'il vous plaît, parce que... Zeer kort, maar ik wil eerst zeggen dat discussie mij voor een stuk een déjà-vu gevoel geeft. 10, 12 jaar geleden zat ik op het podium daar, samen met uw collega's van anderen. En de discussie was daar uiteindelijk hoe komen we tot een faire en een doelmatige financiering van de gewesten en gemeenschappen. Goed, de discussie op de achtergrond was natuurlijk de openbare financiën die ontspoord waren, zoals nu. Het was juist de bankencrisis geweest, nu hebben we andere crisissen gehad. En toen hebben we gediscussieerd over, denk ik, een kernzaak die hier niet aan bod gekomen is. Hoe komen we tot een faire en doelmatige financiële middelenvoorziening? Nu is het een labyrint. Waar een kat haar jongen niet in terugvindt. Dat is de vraag. Vindt u dat geen essentiële vraag? Dat heeft aanleiding gegeven tot de 6e staatshervorming, die uiteindelijk in de goede richting ging, maar veel te weinig en veel te laat. En nu zitten we hier opnieuw. Het enige verschil is nu dat er schulden zijn van de gewesten en gemeenschappen. Dat is nieuw. En op zichzelf is dat niet zo'n probleem. Indien er, ik zou zeggen, interessante zaken gezegd, ik wil even zeggen, interessante zaken gezegd, indien dat alleen zouden schulden betreffen voor overheidsinvesteringen. En dat is het drama en de kern van het probleem. En moeten we die discussie ook niet opnieuw openen en die staatshervorming die toen veel te weinig opnieuw in die richting gaan. Dus die staatshervorming On va devoir frustrer la salle, je pense, avec les questions. Hein. Voilà. Nos invités doivent partir d'ici 5 minutes maximum. Donc, monsieur là, et puis on prend un troisième, et puis on arrête. Je suis vraiment désolée. Oui. Eén vraag, ja. Remy Sproelans, ik ben een ex-officier van ons Belgisch leger, luitenant-kolonel, en een ex-CEO van mijn eigen bedrijf dat zich bezighield met languages en consultants. Sorry. Ja. Ik heb maar één heel korte vraag. In hoeverre is het de Fédération Bruxelles-Wallonie wettelijk? Et un monsieur là-bas, et puis on s'excuse, on va arrêter, ça va être difficile. Oui, un jeune homme là dans le fond qui voulait poser une question? Oui, 3, on arrête, sorry. Une question que je me pose depuis des années, c'est
qui est bénéficiaire de la charge de la dette. Donc, je me doute que la redistribution à l'envers se passe là. Mais est-ce que c'est plus vers des Belges ou est-ce que c'est plus, donc un peu comme une situation japonaise, ou bien est-ce que c'est plus vers des étrangers? Et dans quelle mesure est-ce que c'est de la redistribution à l'envers? Je n'entends jamais parler de ça, jamais. Donc, je voudrais avoir des informations là-dessus. Et vite, je n'ai pas entendu la solution par rapport à la petite dette bruxelloise de 20%. Qu'est-ce que vous proposez? Merci. Bon, si vous avez eu l'occasion de répondre à quelques-unes des questions posées là. Peut-être juste, je vais être très rapide. On a parlé des gouvernements précédents et notamment Kuhn, comment la croissance des années 90 a permis de faire une série de réductions structurelles de la dette, comment Verhofstadt avait en partie liquidé cet héritage. Il y a quand même un épisode qui est intéressant, c'est l'épisode post-crise bancaire 2011-14 et Yodi Rupo, où on était ensemble au gouvernement, où là, il y a eu des assainissements structurels en le faisant de façon, je dirais, très consciente des impacts redistributifs quand on fait ce genre de travail, et qui est une période de l'histoire qui peut nous inspirer. Et elle peut nous inspirer, et elle a pu être possible aussi parce qu'il y avait eu des éléments symboliques de réforme de l'État. J'ai rigolé tout à l'heure sur BHV, 541 jours, mais qui avait procuré quelque part un apaisement nécessaire pour qu'on puisse faire ce travail par après. Juste vous dire qu'au final, ça resterait une question d'arithmétique. Et vous savez, il y a 150 sièges au Parlement. Il y en aura entre 20 et 25 pour le PTB, entre 25 et 30 pour le Vlaams Belang, malheureusement. Ça, je ne pas quand même. 25. Mais donc, ça veut dire qu'on aura, ça dépend de la performance scénique et électorale du CDNV, notamment. Merci. Mais on aura 110 sièges utiles, parce que le PTB ne veut pas participer et parce qu'on ne veut pas que le Vlaams Belang participe au fédéral, ce qui forcera par essence des coalitions, je dirais, avec une forme d'hétérogénéité. Moi, j'eût espéré naître à une époque où Martens et les socialistes pouvaient avoir des majorités tout seuls et avoir... Avec un intérêt à 13%. Hein. Ouais. mais voilà, c'est la réalité politique aujourd'hui. Monsieur Gaines, peut-être justement un mot de conclusion de... Oui, je crois que la dette est en large partie pris sur le compte des banques belges. Dus de Belgische banken nemen een belangrijk deel van de Belgische schuld op. De particulieren, dat is niet zo dramatisch. Bij wijze van conclusie, want meneer Verhoeven wil mij dat absoluut horen zeggen, en ik zal er dus iets over zeggen, omdat meneer Dermin de bal gelanceerd heeft. Als ik persoonlijk zou mogen dromen, dan denk ik dat men heel snel een regering zou moeten vormen die probeert om serieus de handen aan de ploeg te slaan, maar dat ondertussen, en dat had ook de vorige keer moeten gebeuren, een bindend denkproces over de staatshervorming op gang moet brengen, waar de regering zich op voorhand engageert van dat te zullen doen en daar werk van te maken. Het is op dit ogenblik iets te ingewikkeld. Er zijn een aantal factoren die het land het leven moeilijk maken, maar het riedeltje altijd opnieuw van we gaan ons niet begraven in een kasteel, dat is ook een beetje afgezaagd. De regering Di Rupo heeft precies door het geduld van de eerste minister 3 heel succesvolle jaren kunnen neerzetten. Waar wij zijn uitgekomen met een betere begroting, waar we zijn uitgekomen met een beter pensioensysteem en met een betere staatshervorming. Dus ik zou daar niet geringschattend op neerkijken. Het is niet zo dat mensen die nadenken over iets dat ingewikkeld is, per se hun tijd verliezen. En heel even dacht ik, en ça m'attristait, dat u sprak zoals meneer Boucher heel de tijd sprak over staatshervormingen. Misschien meent hij dat ook niet echt en is dat een generatieprobleem. Maar wij zullen dit toch moeten aanpakken op een bepaald moment. Zo niet in 24, dan in 29. Het is geen kwestie van slechte smaak. Het is geen kwestie van fanatisme. Het is een kwestie voor mij van gezond verstand. En waarom toon ik die uitgaven zoals ze zijn? Waarom laat ik zien 24 tegen 133? Omdat iedereen kan zien dat dat gedisproportioneerd is en dat het systeem op dit ogenblik kwankelt. Ik ken geen goed Frans woord voor kwankelt, maar het kwankelt. Het wankelt niet, het kwankelt. Ja.
Ja. En dus ik zoek wanhopig naar dialoog daarover. En ik was heel blij dat u, mevrouw, zei, we kunnen die kapot open doen, hè, van de koffer bedoel ik, hè, van de motor. Tegenwoordig zit er alleen nog maar een batterij onder, maar vroeger was dat wat ingewikkelder. En het zou de moeite waard zijn om daarover na de verkiezingen even door te praten, zodat men weet wat men wil met dit land, met die sociale uitgaven. Want om te investeren en om schuld te kunnen aangaan, moet men een beetje gezond zijn in zijn basisprincipes. En daar droom ik van dat dat nog zou kunnen gebeuren met dit prachtige land. Dank u wel. Meneer Termin, graag 1 minuut reactie daarop. En dan, ik ga herhalen wat meneer Geens zei. Het is niet omdat mensen die nadenken over iets dat zeer ingewikkeld is, dat het ook tijdverlies is. Vindt u dan dat jullie toch moeten beginnen nadenken? Niet dat ik daar nu aandelen in heb in een staatshervorming, maar dit is wel het onderwerp van vanavond. Denkt u dat het toch nodig zal zijn, als u Wallonië en Brussel wil blijven financieren met de extra investeringen voor groene transitie, dat er toch zal moeten gesproken worden over financieringsmechanismen in dit land en dus over een vorm van staatshervorming? Est-ce que le système institutionnel belge est parfait? Non. Est-ce qu'il pourrait être plus efficace? Oui. Est-ce qu'il y a des réformes fondamentales sans tabou qui doivent être faites en matière de réseau scolaire, en matière de dépenses dans les soins de santé, de shift vers la prévention avec des mix de compétences qui sont imparfaits? Certainement. Mais est-ce que des questions qui sont souvent de nature symbolique doivent capter du temps politique alors que le temps presse par rapport à des enjeux aussi importants que la transition pour occuper l'espace politique? Je pense que c'est important, mais que ce n'est pas la priorité. Et que si aujourd'hui vous faites des sondages dans la rue sur quelles sont les préoccupations des Belges, ils vont vous poser des questions sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur le fait qu'ils ont l'impression que la politique perd des leviers, mais des questions institutionnelles, c'est important, mais ce n'est pas la priorité du jeu. Et je ne pense pas qu'un Belge se soit réveillé en se disant « génial, les allocations familiales échangées, génial ». Mais c'est des questions qui sont importantes, mais qui, je ne pense pas, sont prioritaires. Mais soyons d'accord qu'institutionnel n'est pas nécessairement symbolique. Je ne crois pas avoir parlé d'un seul symbole. Même pas sur la prestation du service. J'ai commencé comme directeur de l'IEV le 1er octobre 2019 et le premier lundi, ma première réunion était rue Royale dans le bureau de Bart de Wever. Hyper impressionné par le décorum, le lion qui avait une patte sur un coq, sur un tableau, le casque romain, c'était très impressionnant. L'institutionnel, excusez-moi, mais il y a beaucoup de symbolique. Et je sais que pas dans le chef du CDNV, mais l'institutionnel qui drive le discours politique et qui nourrit certaines forces politiques en Flandre est essentiellement nourri par du symbolique. Je ne dis pas qu'il y a des choses, et il y a énormément de bonne inspiration. Et moi, je suis un jeune wallon qui a envie de m'engager pour ma région. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de la Flandre, notamment sur des questions de gestion de dépenses publiques. Mais beaucoup de questions, y compris sur la réforme de la sécurité sociale, sur l'enseignement, sont quelque part du scapegoating de c'est la faute de l'institutionnel, mais il y a des choses qui peuvent très bien marcher dans un système bien qu'imparfait. Je pense qu'on a besoin du mot du sage de Paul de Gros pour terminer la journée. Je connais pas encore 86, j'ai oublié. Wel, het is natuurlijk een waar genoegen om hier terug te zijn en te zien hoe de nieuwe generatie het voortouw heeft genomen om dit initiatief verder te zetten. Maar ik zou het willen hebben natuurlijk over de discussie van vandaag. Mij lijkt het dat er 2 kernvragen zijn. 1, en die we besproken hebben in de discussie die we daarnet hebben gehad. Is de overheidsschuld van België van 110% onhoudbaar? Dat is de eerste vraag. Mijn antwoord zal zijn, ik zeg het u al, nee. Ja, maar ik heb het over de schuld. En er zijn vele redenen waarom een schuld een bepaald niveau bereikt. En dat kan zijn sociale uitgaven, dat kan ook allerlei andere dingen zijn. Tweede vraag is die schuld die we nu kennen het resultaat van ons Belgisch systeem, complex systeem van gedecentraliseerde instellingen? Dus die eerste vraag. Ik denk dat die schuld van 110%
perfect, draagbaar, draaglijk is. Kijken naar de macro-economische getallen. De nominale groei van het BBP is nog altijd rond de 3-4%. Nominaal. Hè? De interestlasten op die schuld bedragen ongeveer 2%. Nominaal. Met andere woorden, de dynamiek is nog altijd de omgekeerde sneeuwbal. We hebben periodes gekend, hè, de goede oude tijd, hè, toen het omgekeerd was. Toen de rente veel hoger was dan de groei van het BBP in nominale termen. En toen er een explosieve situatie bestond, onderliggend, in die overheidsschuld. Ik bedoel de schuldratio, hè, de verhouding schuld-BBP, die evolueerde explosief. Dat was de tijd toen een Waalse minister zei, die schuld is er vanzelf gekomen en die zal wel vanzelf verdwijnen. Op dat ogenblik was dat dus niet juist. Want we zaten toen in een explosieve situatie. Sinds een tiental jaar is de situatie omgekeerd. Zitten we in een inherent stabiele situatie. Dan zijn we zottigheden doen natuurlijk. Hè? En dus vandaag hebben we wel een probleem. Het primair saldo, het tekort op de primaire begroting. Primaire begroting, dat is de begroting min de interestlasten. Dat tekort is nog te hoog. En dus daar moeten we wel iets aan doen. Maar dat is oplosbaar. Maar met die 110% kunnen we leven. Kunnen we blijven leven. Kunnen we stabiliseren. Helaas, Europa wil dat niet. Om redenen die absoluut niks met economische analyse te maken. Die het resultaat zijn van dogma's en fetishen. De 3%, de 60%. Nu is er zelfs de 90% bijgekomen. Dat heb misschien gezien in die nieuwe budgettaire regels. Landen die boven de 90% zijn, die moeten speciale dingen gaan doen. En dan stel je de vraag, waarom 90%? Ik heb daar zitten over nadenken. Waarom 90%? Ik ken van economische theorie absoluut geen enkel getal dat zegt 90% die heeft iets speciaals. Maar wat ik wel herinner, is een fameuze of een infamous studie van ongeveer 15 jaar geleden. Reinhard Rogoff, die met een paper naar buiten kwamen toen en die zeiden 90% landen die een schuldratio hebben van boven de 90%, daar gaan vreselijke dingen mee gebeuren. De toenmalige commissaris van Financiën, die is met die paper rondgegaan in alle hoofdsteden van Europa. Dus en vooral in België, je moet daar iets aan doen, anders gaan vreselijke dingen gebeuren. Het vreselijke aan die 90% is uiteindelijk gebleken dat het een fout was in de Excel-files. Een doctoraatstudent die daar zit naar kijken heeft ontdekt dat het eigenlijk gewoon een fout was. Maar dat uiteindelijk geen belang voor Brussel. Die 90% is er gebleven. En dan stel je toch de vraag, waarom doen we ons dat aan? Waarom volgen we dergelijke dwaasheden? Maar dat is nu eenmaal wat Europa wil. Ik kom tot mijn tweede vraag. Is die schuld die we nu kennen het resultaat van onze Belgische moeilijke, complexe instellingen? Daar is het antwoord nee. Kijk rond in de wereld. Je hebt zoveel gecentraliseerde staten die een veel grotere schuld hebben. Daar zijn ook allerlei redenen voor. Maar dus het feit dat we met die complexe instellingen zijn, heeft daar volgens mij absoluut niks mee te maken. Ik kom tot mijn laatste punt. Dat is ook besproken geweest hier. Ik denk dat we vandaag geconfronteerd worden met de grootste uitdaging die te maken heeft met klimaatcrisis, energietransitie en dergelijke dingen meer. En dan komen we terecht in een Europa dat een aberrante positie heeft ingenomen, waarbij gesteld wordt, publieke investeringen kunnen niet gefinancierd worden door de uitgifte van schuld. Je kijkt opnieuw rond in de wereld en dan sta je toch perplex wanneer je ziet dat andere landen dergelijke domme regels gewoon niet volgen. En dus een ander pad hebben gekozen die veel meer ruimte biedt voor groei, vernieuwing. En wij hebben in onze eigen voeten geschoten. Het wordt tijd, denk ik, dat jonge mensen ook naar Europa gaan om daar veranderingen te brengen. Waarom blijven wij geloven in zo'n dwaasheden
die ons hypothekeren in onze capaciteit om de economie te hervormen tot een groene economie en op die manier ook de schuld beter houdbaar te maken. We weigeren dat te doen, gewoon omdat we blind zijn geworden en zodanig beïnvloed door dogma's dat de vraag rijst, hoe kan zoiets? En dan ook, hoe kunnen we er iets aan doen? En dat is nu toch wel de taak van de politiek, om dat ook op Europees niveau waar te maken. Dank u. Ja, Ik neem nog snel